Et là, parfois, on assiste à des sorties de route assez mémorables où il manque carrément des activités. C'est-à-dire que le commerçant exerce une activité, par exemple, je sais pas, de tabac, presse, Française des Jeux. Bah, il n'a pas le mot tabac dans le bail commercial et il n'a pas des fois la Française des Jeux. Aujourd'hui, vendre son affaire seul dans son coin, c'est la meilleure façon aujourd'hui de se tromper. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il y a d'autres moyens de le faire. Ouais. Voilà. Bonjour Simon, on est très heureux de te recevoir dans ce nouvel épisode du podcast Les Voix de l'IMO. J'ai préparé une toute petite description de toi que tu pourras étoffer par la suite si tu le souhaites. Donc aujourd'hui on accueille Simon Lebeau, entrepreneur de terrain. Tu as développé et revendu ta première entreprise après 15 ans d'activité dans la caisse enregistreuse. Et en 2022, tu as créé ton agence immobilière qui se spécialise dans l'immobilier professionnel et qui est devenue très rapidement une vraie référence dans le marché troyen et alentour. En effet, bonjour Mathieu. Merci pour l'accueil et cette présentation qui est toute complète. En tout cas, il n'y a rien à rajouter. C'est conforme à nos derniers, en tout cas notre parcours de ces 5 dernières années. Ok, super. Est-ce que tu veux peut-être étoffer un petit peu ton parcours justement, expliquer un petit peu ton parcours dans cette première aventure entrepreneuriale et puis la bascule entre cette première aventure entrepreneuriale et l'agence immobilière, peut-être le pourquoi, etc. Oui, bien sûr. Alors, comme je l'avais indiqué dans ma petite présentation, je suis un pur produit qu'on appelle self-made. C'est-à-dire que je n'ai pas de qualification aujourd'hui à l'école. Je suis en échec scolaire depuis toujours, depuis ma tendre enfance. Je n'ai jamais aimé l'école. Alors, je suis né dans un bastion qui était vraiment entrepreneurial, parce que mes parents étaient entrepreneurs et depuis toujours. Mon père a toujours été, depuis l'âge de ses 20 ans, dans l'entrepreneuriat. Ma mère également a toujours été également dans l'entrepreneuriat de son côté. Et ça a été, je dirais, une suite assez logique dès mon plus jeune âge. J'ai accompagné mes parents pendant mes vacances, j'ai accompagné mes parents pendant les week-ends, et j'ai passé beaucoup de temps au contact de mes parents dans Tes cette parents, ils activité. faisaient quoi du coup? Mes parents, donc, ma mère avait une entreprise de nettoyage qu'elle a démarré de zéro. Elle a fini avec une quinzaine de personnes. Elle a fait ça pendant plus de 30 ans de sa vie. Et après, elle a accompagné mon père dans sa phase finale de son entreprise. Donc, mon père avait une entreprise à trois qu'il avait rachetée en 1976, qu'il a vendue en 2006, qui existe toujours aujourd'hui. Elle a changé de nom, mais elle existe toujours. Et donc, il a toujours été dans le milieu entrepreneurial, parce qu'il s'est installé très rapidement et très jeune, donc avec cette activité qu'il avait reprise. C'était quoi en gros l'activité? Alors, mon père, il avait une entreprise de bureautique et de mobilier de bureau qui était très connue à l'époque, qui s'appelait Toulokovitz à l'époque, donc qui a été créé dans les années 50, donc juste après-guerre, et qu'il a repris donc au fondateur, donc en 1976, et qu'il a revendu en 2006. Aujourd'hui, elle a changé de nom depuis quelques années, mais elle existe toujours aujourd'hui. Ma mère a créé donc dans les années 80 donc une entreprise de nettoyage qu'elle a revendue pareil en 2006, en même temps que mon père, à peu de choses près. En tout cas, elle l'a gardée pendant quelques années à bout de bras et puis elle a fini par céder cette entreprise. Donc elle a démarré de zéro. Mon père avait démarré avec une légère activité, je dirais, avec 2-3 personnes et un petit nom, je dirais, qui l'a fait grandir durant son périple professionnel. Ok, Tu as baigné dans le jeu. toujours suivi, c'est ça? Ouais, Tu disais, prendre exactement. le fil? Ouais, exactement, tout à fait. Donc j'ai toujours baigné dans ce milieu entrepreneurial, dans le fait d'avoir des salariés avec tout ce que ça impose comme responsabilité, comme problématique, comme de développement également. Donc qui embaucher, comment, à quel moment, quel poste privilégié plutôt que d'autres. Enfin voilà, j'ai grandi dans ce secteur-là. J'ai aidé mes parents, donc comme je disais tout à l'heure, pendant les vacances. Donc je faisais des livraisons avec les salariés de mes parents. Je faisais des installations de mobilier de bureau, d'imprimantes, de photocopieurs. Et j'ai aidé ma mère dans les magasins de ligne. Elle avait un gros parc de clients dans tout ce qui était MacArthur et Marc Avenue, qui avait d'ailleurs valorisé à l'époque mon entreprise. Et donc, pendant les soldes, par exemple, qui était une très grosse activité, on démarrait le matin à 4h ou 3h du matin dans les magasins à faire l'entretien des vitres, ménage, voilà. Donc, j'ai baigné là-dedans, très très tôt. Et du coup, ta première entreprise dans la caisse enregistreuse, c'était une création ou c'était un Alors, rachat? c'était une reprise d'activité. Donc, moi, j'ai intégré la société donc, en 2005. Mon père a vendu en 2006. Je ne voulais pas reprendre. Pourtant, j'étais vraiment prédestiné à reprendre cette activité parce que je voulais pas reprendre le côté nettoyage parce que c'était pas forcément un métier qui m'intéressait. Mais le côté vraiment bureautique, informatique. Et il y avait une petite activité de caisse enregistreuse à l'époque dans cette entreprise. Je n'ai pas voulu être le fils d'eux qui a repris l'entreprise de papa et maman. Donc mon père, voyant cette situation et voyant l'âge avancé, ce qu'il m'a eu assez tard, il avait 47 ans quand il m'a eu à l'époque. Donc il a vu l'âge arriver, etc. Et s'est dit 62, 103 ans, 64 ans, moi je ne vais pas attendre des années comme ça. Et donc il a fini par vendre à son chef des ventes l'entreprise.
Donc à l'époque, il avait fait en crédit vendeur, voilà, sans rentrer dans les détails, mais il avait fait un crédit vendeur à l'époque. Et il n'y avait pas de conditions particulières me concernant, mais j'ai été éjecté de mon école en mai 2005. J'ai été viré, très clairement, parce que j'étais vraiment un mauvais élève, c'est-à-dire que je n'écoutais rien, je faisais que les choses qui m'intéressaient, et j'étais plutôt très rebelle en fin de compte. Donc ils ont préféré me mettre dehors dès que j'ai eu 16 ans, très clairement, plutôt que d'essayer de me faire changer. Et je dirais que connaissant mon parcours et m'ayant vu un petit peu grandir aussi dans l'entreprise, le repreneur de mon père m'a dit, tu sais quoi, à la limite, viens, il nous faut quelqu'un. Donc, on avait besoin de quelqu'un pour tout ce qui était transport de matériel, tout ce qui était installation mobilier de bureau. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la partie commerciale, qui m'intéressait vraiment plus que la partie, manuelle. Et il m'a proposé donc assez rapidement de reprendre un petit parc de clients. Et puis voilà, j'ai commencé à prospecter dans les rues. J'avais pas de permis, j'avais 17 ans, donc je devais le passer. Je l'ai passé à 18 ans pile. Mais j'ai commencé à pied dans les rues avec un attaché-caisse. Et puis j'ai commencé à démarcher comme ça en porte-à-porte, vraiment dans le dur, quoi. Voilà, pur et dur. Ok. Et puis petit à petit, vers mes 19 ans, je voulais vraiment pas rester dans le fait d'être subordonné à quelqu'un et de devoir être salarié. Ça me plaisait pas du tout. Bon, mon patron me laissait vraiment faire ce que je voulais, hein. Franchement, j'ai eu un patron dans ma vie, j'en ai eu qu'un seul pendant 2 ans. Il m'a laissé faire ce que je voulais. En même temps, les résultats étaient là. Je bossais du lundi au lundi. J'ai fait vraiment croître l'activité et j'ai vraiment pris sous mon aile l'activité qui était très peu utilisée, qui était le système d'encaissement. On appelait ça vulgairement une caisse enregistreuse, mais c'était plutôt un système d'encaissement. Et dans les années 2005-2006, on était à l'aube de l'ère du tactile, donc où les caisses alphanumériques, donc les grosses machines qu'on appelle des caisses enregistreuses avec des touches, on est passé sur des écrans tactiles avec des logiciels aromatiques, etc. Donc on a vraiment assisté et j'ai vraiment accompagné mes clients, si tu veux, dans ce changement d'air et qu'on vraiment Il y avait une vraie opportunité de marché, Exactement. comme sur de la transition de Exactement. toutes les entreprises. Voilà, en effet, tout à fait. Et donc, comme je l'ai fait, j'ai démarché chaque client, chaque boulangerie, chaque bureau de tabac, chaque restaurant. Voilà, donc c'est pour Finalement, ça que tu fais toujours. c'est ce que je fais tout le temps. Alors, je démarche moins en porte-à-porte parce que par manque de temps, et on m'appelle beaucoup aujourd'hui parce que de par mon expérience, Ça jouait dans la psychologie des clients. ouais, bien sûr, tout à fait. Non, mes clients sont toujours les mêmes. Par contre, j'interviens plus sur un élément de gestion et de contrôle, j'interviens sur de la cession d'entreprise. Donc, j'accompagne des gens à accomplir, je dirais, leurs rêves, parce que c'est 2 rêves, aujourd'hui, un entrepreneur, il a un rêve de s'installer, et puis à un moment donné, il a un rêve de vouloir partir, pour pouvoir faire autre chose, C'est vrai, ça. ou prendre sa retraite, tout simplement, bien sûr. Donc, j'accompagne les gens sur un domaine un peu différent. À quel moment, du coup, tu as commencé à te dire que tu sentais un petit peu, en tout cas, la fin de ton envie de continuer dans la Alors, précédente activité typiquement et la ça. bascule? C'est typiquement ça, parce qu'on avait bâti on a bâti une très belle affaire avec mon épouse, qui m'a rejoint en 2013 dans l'affaire. Moi, j'ai démarré en 2008, dans mon garage, vraiment, à la Steve Jobs et comme d'autres, hein. J'avais un petit stock de matériel. Et j'ai démarré comme ça, voilà, j'avais un peu d'argent de côté, je suis allé à la banque, j'ai fait un crédit bail pour une voiture, et puis après j'ai tapé dans la butte, quoi, au vrai sens du terme. Et puis en se battant, c'est comme tout, hein, je veux dire, si tu lâches jamais et si tu te bats et tu lâches jamais les choses, on s'en sort très clairement. J'ai démarré, j'étais tout seul, et puis on a fini, on était une quinzaine, quoi. Voilà. Donc Donc là, tu es dans l'activité toujours. dans l'activité système d'encaissement. Système d'encaissement. Donc 2008 création, 2013 mon épouse m'a rejoint, et puis à partir de là, on a vraiment développé l'activité et on a embauché des gens, on a embauché des techniciens, puis des vendeurs, et puis on s'est forgé comme ça, on a fini par acheter des locaux, on a grandi vraiment avec mon épouse, on a grandi cette entreprise. Et du coup, quel déclic ou Quel déclic? J'avais plus envie d'aller travailler. Alors j'avais à peine 30 ans à l'époque, plus envie de travailler. Et je gagnais très bien ma vie parce qu'on avait quand même plus de 1000 clients. 1000 clients qui nous payaient tous les mois des contrats d'assistance. Donc on avait un récurrent, si tu veux, relativement confortable, qui m'assurait des salaires vraiment très importants, sans forcément bouger. Mais à un moment donné, je me suis dit avec ma femme, on a 30 ans, on a bossé vraiment très très fort l'un et l'autre dans cette activité. Et qu'est-ce qu'on va faire à 30 ans, quoi? Je veux dire, on va pas commencer à jouer les rentiers, ou on va pas commencer à, si tu veux, à dire on va placer notre argent et puis on va aller faire le tour du monde. C'est pas du tout notre truc, tu vois. Nous, on a bien bossé. Quand tu dis je voulais plus travailler, c'est-à-dire que J'avais plus envie de me lever. Si tu veux, voilà, j'avais plus envie de me lever pour aller dire tiens, je vais aller voir tel client, on va faire telle chose. Je n'avais plus envie de développer. Pour moi, j'avais cette activité. tu sentais avoir fait le Voilà. tour et Quand j'ai travaillé, plus envie, c'est plus envie de travailler dans cette activité, cet élément-là. Ok. Parce que, c'est résumé en 5 minutes.
10 minutes d'interview, ça paraît super, voilà, on a développé une boîte, etc. Mais je veux dire, pendant ce temps-là, il s'est passé un tas de choses. Des années Les faits de la vie, haut de bas. les sacrifices. Quand j'ai sacrifice, c'est que moi, pendant près de 5 ans, j'ai pas pris une journée de vacances avec ma femme. Quand j'ai 5 ans, c'est vraiment 5 ans. Je veux dire, on rentrait à la maison, on mangeait, on se couchait et on recommençait le lendemain. Quand on avait un week-end, parce que c'était pas souvent, dans la mesure où on faisait beaucoup de SAV, et on avait mis vraiment un point d'honneur à avoir une qualité de service client et une qualité justement de service, mais en général, c'est ce qui a permis justement qu'on ait pu développer cette activité et qu'on s'est fait un nom sur la place. Mais c'est au prix de beaucoup de sacrifices. Je veux dire, les dimanches midi, à midi et demi, on t'appelle pour dire, bah voilà, moi j'ai un problème avec mon appareil de gestion, un restaurant ou une boulangerie qui est en panne. Tu vas pas dire, bah écoute, t'attendras lundi matin, je vais dire à mes salariés qui viennent te dépanner, tu vois. Donc on a fini par faire des roulements pour essayer que ce soit plus confortable, qu'on ait des week-ends, qu'on ait un petit peu de vacances. Mais voilà, ça a été des gros sacrifices. Et c'est ce qui nous a conduit à se dire à un moment donné, on était fatigué de devoir dépanner, de devoir supporter à 4 heures du matin, qu'on te réveille, on te réveille à 9 du matin. Enfin, à un moment donné, si tu veux, même si tu gagnes ta vie, c'est pas une vie. Voilà. C'est que oui, c'est bien, tu gagnes ta vie, mais il y a réussir sa vie et réussir dans la vie. À un moment donné, on s'est posé cette question. Qu'est-ce qu'on veut de notre vie? Donc, on a décidé de mettre en vente l'entreprise. Donc, un petit peu j'irais par le fait du hasard, on l'a mis en vente, que je dise pas de bêtises, en novembre 2019, juste avant le Covid. Et du coup, je dirais, sans connaître tout ce qui allait se passer derrière, on avait pris cette décision, mûrement réfléchie après plus d'1 an, vraiment à se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, etc. On a dit, on met en vente. Et donc, cette mise en vente, elle nous a permis de mettre en lumière la difficulté qu'il y a aujourd'hui à céder une activité, une société ou une activité en elle-même. Et on a vu que, par exemple, ici, dans notre secteur A3, il n'y a personne qui pouvait assumer cette fonction-là, en tout cas de céder une entreprise. Et on s'est frotté à des intervenants nationaux qui étaient sans trop d'intérêt pour notre activité et sans trop d'intérêt pour une vente d'entreprise. Et c'est comme ça qu'est né, si tu veux, un petit peu le fait d'aller vers la cession d'entreprise. De par mon expérience aussi et d'être frotté à nos clients régulièrement, on entendait souvent parler, oh, je veux vendre, j'y arrive pas. Tu vois, on a entendu ça pendant très longtemps. Et on s'est beaucoup mis en question avec mon épouse sur les activités qu'on a fait, parce que l'entreprise, à la base, a fait des caisses enregistreuses, mais après, on a fait des balances de pesées électroniques, on a fait des systèmes de sécurité. Donc, tu vois, on a évolué justement parce que nos clients avaient une réelle demande aujourd'hui d'aller, ils cherchaient un interlocuteur sérieux et sur lequel ils pouvaient se reposer pour pouvoir gérer leur sécurité, gérer leur système de gestion. Ok. Donc, Voilà. du coup, l'activité immobilière, finalement, elle est née de se rendre compte en fait d'un besoin de marché pendant la cession de votre entreprise, Exactement. en additionnant quand même votre avantage concurrentiel peut-être par rapport à d'autres personnes qui avaient déjà un réseau existant qui était finalement la même cible que vous ciblez maintenant sur l'agence. On s'était forgé une réputation, si tu veux, dans ces éléments de gestion et ce matériel de sécurité. Et j'ai voulu mettre à contribution justement cette expérience qu'on avait et cette réputation qu'on avait pour la transformer dans ce qu'on fait actuellement. Ok. Une fois, du coup, on va dire les prémices lancées, vous voyez que vous avez envie peut-être de développer une entreprise dans ce domaine. Si vous n'avez pas d'expérience directement dans l'immobilier, dans le juridique de la cession, voilà, même si vous avez votre expérience personnelle, mais qui n'est pas forcément exhaustive pour accompagner tous les clients, est-ce que vous vous êtes accompagné, vous vous formez, comment vous mettez au niveau pour... Alors, ça n'a pas été une difficulté parce que de par notre activité, on faisait également du financement à l'époque, puisqu'on était intermédiaire dans des entreprises de financement avec qui on travaillait. C'est que notre matériel, on le vendait souvent en location financière. Donc, on faisait appel à des entreprises, si tu veux, tierces. Donc, on a été sur des contrats tripartis. Il y avait le fournisseur, le financeur et le client final. Donc, on a eu pendant très longtemps, des années, j'ai eu des bilans, forcément, de nos clients. Donc, on les ouvrait, on les regardait, on analysait. Parfois, l'entreprise disait, regarde là, ça va pas, etc. Bon, si tu veux, on a appris par le temps à lire des bilans sans avoir forcément de formation comptable. Alors, ma femme a quand même un bac pro comptabilité. Elle en a un, de toute façon. Mais ça ne nous a pas été un obstacle, puisque de par notre expérience aussi en tant qu'entrepreneur, tous les ans, on fait un bilan. Tous les ans, notre comptable nous faisait venir pour nous dire, voilà, ce point-là, les charges, etc., la marge, la masse salariale, attention. Enfin, on avait des points d'attention, si tu veux, qui étaient faits là-dessus. Et donc, on s'est formé aussi sur la lecture, l'interprétation d'un bilan. De la même façon. Et du coup, de façon plus administrative, il vous fallait une carte T. Comment Oui. vous l'avez du coup Alors, aujourd'hui, la carte T, en fin de compte, c'est mon épouse aujourd'hui qui est porteur de la carte, voilà, de par son bac pro et sa formation qu'elle a eue. Et moi, j'aurai ma carte T cette année, au mois de... Par des équivalences? Oui, par des équivalences, et il faut avoir de l'expérience. Donc, je valide de l'expérience pour pouvoir avoir la carte T. Parce que du coup, la carte T, c'est vrai que nous, on la connaît, transaction immobilière. Tu as TGS aujourd'hui, transaction, gestion, syndic. Ok.
Mais du coup, comme c'est une vente d'entreprise, Mmh. enfin que tu fais de la vente, pas que, Oui. on va y venir, mais de la vente, de la Il faut sélection une T. d'activité, il Il faut faut une une T T. aussi. Une T parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien une carte T aujourd'hui, j'en ai une dans ma poche, je l'ai de ma poche, hein, tu regardes, c'est marqué autorisation, donc transaction d'immobilier donc commercial et résidentiel. Donc la carte T aujourd'hui permet de vendre des fonds de commerce et de l'immobilier résidentiel. D'accord. Donc un agent finalement mandataire ou agent immobilier qui est titulaire de la carte T dans l'habitation, par exemple, qui est une spécialisée dans l'habitation, il peut tout à fait Sans avec les mêmes la même la même carte, la même sans avoir la G ou la S, il peut effectivement le faire. tout à fait. Alors, je sais que chez les mandataires, parce qu'on va peut-être y venir, les mandataires aujourd'hui doivent faire une formation pour pouvoir vendre des fonds de commerce, parce que c'est quand même autre chose que la loi Allure. Bon, ok, les 40 ans de formation, etc., ça c'est du classique aujourd'hui en tant que mandataire. Mais pour pouvoir vendre des fonds de commerce, il faut faire une formation qui dure, je crois, 2 ou 3 jours de mémoire. Okay. Moi, je l'avais fait à un moment donné. Bon, ça m'a pas appris clairement grand-chose, hein, parce qu'on avait tout ce qu'on m'a dit pendant 2 jours, je savais déjà, très clairement, parce qu'on était déjà dans le moule, on était dans l'expérience, etc. Mais aujourd'hui, n'importe qui a une carte T peut se frotter au fonds de commerce, avec perte et fracas potentiellement, parce qu'on y reviendra, ouais. une maison, un appartement, comme on va vendre un fonds de commerce, parce qu'il y a des notions juridiques, de droit, il y a la partie sociale également, et puis les gens, je veux dire, évaluer aujourd'hui un fonds de commerce, on n'a pas d'outils en ligne précis qui va évaluer un fonds de commerce, en tout cas sur le commerce de proximité. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a une notion d'emplacement, il y a une notion également dans le bilan d'équilibre entre les chiffres d'affaires, la masse salariale et la rémunération de la direction. Tout ça, ça forme une rentabilité, un EBE, et tout ça, après, il faut le retravailler correctement. Donc après, les fonction aussi du secteur d'activité. Alors après, il y a une méthode qui est reconnue en France, qui est la méthode Francis Lefebvre, aujourd'hui, où tu as des méthodes par le chiffre d'affaires, par les commissions, par la rentabilité. Ça, c'est des choses qui existent. Mais selon l'activité dans laquelle tu vas te frotter, tu n'as pas les mêmes coefficients. Pour un restaurant, une boulangerie, un tabac, c'est pas les mêmes coefficients. Aujourd'hui, ça ne se calcule pas de la même façon. Bien sûr. Mais on en reviendra un peu plus précisément là, sur ces points justement de différenciation et puis même les étapes voilà, pour qu'on comprenne bien toutes les étapes d'une transaction du coup de fonds de commerce tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur du coup le début de l'activité de l'agence immobilière. Du coup, vous travailliez beaucoup, vous perdez un petit peu de plaisir dans le travail de l'ancienne boîte. C'est ça. Est-ce que là, quand vous ouvrez l'agence immobilière, c'est plutôt de dire on va trouver un équilibre vie pro, vie perso différent et peut-être un peu plus de temps pour nous? Ou est-ce que c'est juste une nouvelle aventure et vous êtes dans les mêmes objectifs qu'avec l'autre, c'est-à-dire de développer fort, de travailler beaucoup, de construire une belle société? Les deux, mon capitaine, typiquement. Aujourd'hui, on avait une envie de fonder une famille. Donc, entre-temps, on a eu 3 enfants. En 5 ans, on a eu 3 enfants. Donc, on a fondé une famille vraiment au sens propre. Parce qu'on s'y est mis un peu plus. On s'y est mis pendant vraiment on a décidé de vendre. Et la période de vente, ce qu'on a mis entre la décision de vendre et on met en route la vente et il y a eu la vente. Met en route les enfants. Presque 3 ans. Ok. Donc, il y a eu le Covid aussi qui a ralenti aussi un petit peu forcément le process. Donc, on a décidé de mettre en vente en novembre 2019 et on a vendu en mai 2022. Okay. Et dans cette période, je dirais, intercalaire, on a maintenu l'activité, on a maintenu nos chiffres, on a maintenu l'entreprise comme elle devait être. Mais on a quand même, entre-temps, fait nos enfants, etc., en disant que dans tous les cas, on allait y arriver, mais on est quand même passé par 3 fois. Pendant le Covid, vous aviez plus de temps. Pendant le Covid, on a eu plus de temps. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ma première fille est née en octobre 2020. Donc, si tu fais le calcul, tu vois, c'est à peu près ça. Entre la décision, etc., on a mis tout ça en route. Et après 3 rebondissements assez majeurs, puisqu'on avait trouvé un premier acquéreur, on n'a pas été au bout. Un deuxième, on n'a pas été au bout. La veille de signer, on s'est pris la tête pour une histoire de concurrent d'associés et pour une histoire surtout, je dirais, d'orgueil, parce que c'était un de mes concurrents, un très gros faiseur en France qui voulait nous racheter parce qu'il n'arrivait pas. C'est ça la petite histoire sympathique, c'est qu'il n'arrivait pas à s'implanter à 3. Donc ils étaient là, physiquement, mais ils n'arrivaient pas à nous détrôner, entre guillemets. Et ce qu'ils ont réussi à faire partout. Parce qu'on avait ce service après-vente. On s'engageait à venir sous 2 heures, quel que soit le jour, de la nuit, qu'il neige, qu'il plante, ça change tout, qu'il vente, etc. Ouais. Donc quand tu as une boîte nationale qui arrive, même avec 1000 personnes, même avec 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, à un moment donné, les gens, si tu veux, ce qu'ils veulent, c'est du concret, c'est du service, et ils nous ont fait confiance de par notre passé. Ouais, c'est sûr que... je pense que ça, c'est des qualités et des choses qu'on peut rendre tout à fait transversales à n'importe quelle activité. Aujourd'hui. C'est ce qui valorise ton service, ta présence ici. Qu'est-ce que tu apportes à ton client?
Enfin, c'est le... Exactement. Moi, quand je rentre chez quelqu'un, c'est vraiment qu'est-ce que je vais lui apporter? Je veux dire, si c'est pour lui faire des photos et une annonce, il peut la faire tout seul. Par contre, si tu lui apportes un accompagnement, des conseils, une valorisation précise dans le marché et que tu arrives à lui faire intégrer, que tu vas le prendre par la main du début jusqu'à la fin, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, aussi bien pour nos acquéreurs que pour nos vendeurs, on les accompagne de bout en bout. C'est-à-dire qu'on leur fournit le comptable, on leur fournit l'avocat, on leur fournit le courtier, on leur fournit l'inventoriste pour faire leur maintien de forme, on leur amène, comme je dis, on est un pipe aujourd'hui. On est un tuyau dans lequel les gens, quand ils veulent rentrer, eh ben on les emmène vraiment vers le succès et rapidement. Reprendre une entreprise aujourd'hui, c'est pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça peut durer des fois 1 an. Là, j'ai un dossier, on l'a commencé en février l'année dernière et on va le concrétiser en février 2026. On aura mis 1 an. Est-ce que justement, tu peux nous décrire un petit peu donc les étapes d'une entrée en relation jusqu'à la session complète d'une session de fonds de commerce d'entreprise? Ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, on a plusieurs leviers. Donc déjà, il y a la recherche du bien à la vente. Donc aujourd'hui, là, vu que ça va faire 3 ans maintenant qu'on est en implantation, les gens le savent. Notre réseau, j'en ai fait le tour. Aujourd'hui, j'ai fait le tour vraiment à l'ancienne, au porte-à-porte. J'ai déposé à tous mes clients donc une carte de visite. Donc ils savent quasiment pour tous, peut-être 1 ou 2 exceptions, parce que j'en ai encore qui m'appellent pour me dire j'étais pas au courant. Quelqu'un m'appelle ce matin pour me dire j'étais pas au courant que vous faisiez ça. Voilà. Donc ça fait quand même plus de 3 ans. Donc comme quoi, il y a des gens qu'on n'a pas forcément pu voir ou qui n'ont pas eu l'info. Mais aujourd'hui, le process, on a donc la prospection de terrain, on a la publicité, je dirais, classique qu'on peut avoir sur des réseaux. Des gens nous appellent pour nous dire « Tiens, j'ai vu que vous étiez spécialisé dans les transactions de fonds de commerce, c'est ce que je veux. Moi, je veux fournir mon commerce, donner mon commerce à la vente à quelqu'un qui ne fait vraiment que ça, qui est spécialisé là-dessus. » Et donc, c'est un des éléments, je dirais, qui déclenche aujourd'hui l'appel des gens vers nous aujourd'hui. On a aussi un réseau d'apporteurs d'affaires, parce qu'auparavant, avec les commerciaux, aussi bien en restauration que les commerciaux dans le tabac, ils sont visités, tu vois. Des gens qui vendent des produits d'entretien, des gens qui vendent de la viande, du poisson, toutes sortes de choses. Chez les buralistes, on va avoir les commerciaux des fabricants de cigarettes qui vont passer. On va avoir des gens qui vendent des articles fumeurs, tout ce qui est tubes, rouleux, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça peut être aussi quelque chose, un point complètement transversal, autant pour un agent immobilier dans l'habitation, de chercher les apporteurs d'affaires qui sont en contact avec leurs clients directement et passer par une voie détournée pour accéder. C'est exactement. Les gens te recommandent, et on est très bien recommandé généralement par les gens avec qui on bosse aujourd'hui, que ce soit les commerciaux ou que ce soit d'autres effets de levier. Ça nous permet d'arriver, et les gens, ils ont déjà, je dirais, une première approche de nous. Ils ont vu sur les réseaux ce que l'on fait, ils se sont renseignés sur mon parcours, sur nous. Mais en général, en plus, généralement, les restaurants, les boulangers et les tabacs, ils sont généralement fédérés. Donc, ils ont une fédération, ils ont des repas réguliers ensemble, ils ont des réunions de bureau et ils échangent forcément sur les problématiques du métier et sur les gens qui sont aujourd'hui dans ce métier. Voilà. Et le distributeur de boissons, pour prendre un restaurant, il n'a pas intérêt à ce que le restaurateur ferme, parce que va perdre un client. Donc autant qu'ils disent brasseurs, pour rappeler, les brasseurs aujourd'hui sont aussi bien pour nous qu'on s'y réciproque, aussi bien pour nous que pour eux. Bien sûr. Voilà. Donc on joue le jeu. Quand on a un brasseur qui est en place aujourd'hui dans une affaire, on l'appelle d'abord lui pour justement mettre en relation le futur repreneur et que la relation puisse s'établir tout de suite. Bien sûr. Tu vois. Alors après, les gens, ils peuvent comparer, ils ont le droit de faire s'ils veulent, enfin, on ne va pas les obliger si tu veux. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pour vraiment maître mot, je dirais c'est pas une religion, de systématiquement faire venir les gens qui sont déjà en place. Que ça soit pour le café, que ça soit pour le commercial pour le article fumeur, le brasseur, voilà. Le boulanger, c'est un meunier, c'est ceux qui fournissent la farine, et c'est des gens aussi qui financent. Donc ça nous permet à la fois, lui, il va continuer à vendre sa marchandise, et nous, dans notre process d'accompagnement, ça nous permet également d'aller parfois chercher les quelques dizaines de mille que la banque ne veut pas prêter parce que, pour X raisons, l'endettement personnel ou le risque, ils veulent gros de risque pour le matériel, par exemple. Là, ils fournissent également du matériel. Aujourd'hui, mobilier de terrasse, ça va être mobilier intérieur. Ils ont ce qu'ils appellent des speed crédits aujourd'hui. Donc, si tu as un besoin de financement pour faire un storban extérieur ou des travaux urgents, pour une fuite d'eau, une mise aux normes, etc., c'est un partenariat gagnant-gagnant pour aujourd'hui. Donc, on s'emploie vraiment à entretenir ce partenariat. Donc du coup, une fois que ton prospect, on va dire, il t'a trouvé, que tu commences à faire une audit pour l'accompagner, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment la première étape qui doit être potentiellement la valorisation, voilà, lui donner une estimation de son fonds, et les étapes d'accompagnement jusqu'à la dernière session?
Donc aujourd'hui, les éléments primordiaux qu'on a besoin quand on établit aujourd'hui un avis de valeur, son avis de valeur, c'est aussi bien pour une maison que pour un commerce, quand même. Donc on établit un avis de valeur, donc dès lors, on le base sur les 3 derniers bilans, sur l'équilibre des bilans. On va également prendre en considération ce que souvent les beaux commerciaux sont des fois ils sont des fois mal rédigés. Ça arrive, parce que bon, tout ce qui est notarié, c'est plutôt carré, mais il y a beaucoup de beaux commerciaux sous acte privé, sous seing privé. Et là, parfois, on assiste à des sorties de route assez mémorables où il manque carrément des activités. C'est-à-dire que le commerçant exerce une activité, par exemple, je sais pas, de tabac, presse, Française des Jeux. Bah, il n'a pas le mot tabac dans le bail commercial et il n'a pas des fois la Française des Jeux. Alors, c'est rare, mais ça arrive. Parce que normalement, s'il n'y a pas le mot tabac dans le bail commercial, les douanes n'ouvrent pas le point de vente. Mais ça arrive parfois qu'il y ait des loupés. Tu vois? Peut-être des baux anciens aussi qui. Alors, des baux anciens, c'est pas souvent. Parce que rares sont les buralistes qui restent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y en a, bien sûr. Dans la Glo de 3, on en a, je crois que le plus ancien, il doit être à 23 ou 24 ans, si je ne me trompe pas. Même un peu plus maintenant, 27 ou 28 ans, pardon, à Sainte-Savine. Mais on assiste des fois à des choses assez étonnantes. Et pourtant, c'est l'élément primordial aujourd'hui d'un fonds de commerce, ça reste encore le bail. Le bail commercial, c'est la pièce d'identité, c'est le droit de rouler, c'est le droit d'exercer, si tu veux. Et parfois, on a vraiment des choses assez impressionnantes. Qu'est-ce que tu peux conseiller, je te coupe juste, qu'est-ce que tu peux conseiller justement à quelqu'un qui se lance, qui dit tiens, je vais occuper tel local, mais qui n'a pas forcément pensé à tout. Est-ce que tu le conseilles d'aller voir un avocat, un notaire pour dire attendez, est-ce qu'on peut regarder le bail? Les deux. Aujourd'hui, un notaire, aujourd'hui, dans notre belle ville de Troyes, on a des notaires qui sont très efficaces sur le commerce. Techniquement, ils peuvent tous le faire, mais il y a quand même des notaires qui sont spécialisés. Et moi, j'inviterais vraiment les gens aujourd'hui, quand on veut reprendre un commerce, c'est de s'entourer de gens professionnels, parce que ça peut vite mal tourner. Aujourd'hui, j'ai encore eu le cas ce matin, voilà, une personne qui a fait confiance à un avocat véreux, qui était complice de l'acquéreur, et ben, elle se retrouve dans une situation aujourd'hui où la personne ne veut plus payer sa location gérance, elle veut qu'on lui rembourse ses loyers et elle veut un dédommagement. Sauf que le protocole, il a été mal fait, mais la personne sortait d'un décès, etc. Donc elle était dans un tourbillon très négatif et elle se retrouve aujourd'hui dans une situation où elle va peut-être devoir rembourser et en plus, tu vois, elle devrait même indemniser la personne. C'est Le locataire. Le locataire, son locataire. Alors qu'elle avait vendu en crédit vendeur avec une vente à terme en mars 2026 son établissement. Donc tout a été remis en cause pour de la mauvaise foi, hein. C'est parce que les gens, leur droit va pas, etc. Donc, ils ont cherché dans le protocole qui a été rédigé, je dirais, un petit peu de manière assez ouverte contre le vendeur. Et ben aujourd'hui, c'est entendu, c'est sûr. Ouais, donc, on peut dire aussi bien quand on reprend que quand on cède son activité. Dans les deux cas, il faut faire. Dans les deux cas. Faut consulter. Et idéalement, il faut chacun avoir son conseil. C'est ce que je peux conseiller. Ça coûte de l'argent. Alors, les notaires, ils ont des conventions, hein, ils séparent les honoraires. Les avocats, c'est relativement libre. Donc, après, chacun fait sa tambouille. Généralement, il faut mieux payer chacun son conseil. Donc, ça permet de vraiment avoir ces intérêts qui vont être vraiment, si tu veux, défendus. Ouais. Un avocat unique est censé défendre les deux, mais il est quand même idéal d'avoir chacun son notaire. L'avocat unique est quand même payé par un seul des clients. Il est payé pour faire la transaction, mais s'il est amené par le vendeur ou par l'acquéreur, je dis pas que c'est systématiquement problématique, mais les intérêts ne sont pas forcément défendus comme ils devraient l'être. Même si d'un point de vue éthique, il doit être impartial. Ouais. C'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, vraiment, le bail commercial, c'est l'élément principal selon lequel il faut vraiment regarder qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir jusqu'à telle heure? Est-ce que j'ai le droit de mettre une extraction? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un bar avec une licence 4? Est-ce que je vais pouvoir, je sais pas, accueillir un nombre de personnes indéfini? Enfin, voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. La cession du bail. Le local, pareil, aujourd'hui, surtout à Troyes, par exemple, et ils ont raison avec ce qui s'est passé en Suisse, avec les dents de coup-feu. Tu vois, autant des fois on peut ronchonner après l'urbanisme à Troyes, mais regarde ce qui s'est passé en Suisse. Les manquements qu'il y a eu, énormes. À Troyes aujourd'hui, on est une des villes, je trouve, clairement. Alors souvent les gens ils tapent sur Troyes, disent ouais, si et ça, blablabla. Mais au niveau aujourd'hui de la reprise d'un pas de porte, d'un droit au bail ou d'un local commercial, ils sont très rigoureux sur le coup-feu, le PMR, le RP. Mais c'est hyper important. Parce que le jour où il y a un problème, on dira oui, la ville n'a rien fait. Oui, le locataire, il avait qu'à faire attention, le propriétaire n'a pas fait attention. Donc aujourd'hui, tout le monde est au courant. Aujourd'hui, quand tu reprends un établissement dans lequel tu vas avoir de la boisson, de la cuisson ou autre, systématiquement, il y a des normes à respecter. Et la ville de Troyes s'emploie à les faire respecter. Et ça, pour le coup, c'est pas toujours agréable, même pour nous, parce que des fois, ça nous met en difficulté. On ne peut pas clairement aller au bout de la vente. Mais en même temps, les faits leur donnent raison. Je te remets sur les rails du coup de la question de Oui, bien sûr. Pardon. Donc sur l'accompagnement, donc vraiment le bail commercial. Ensuite, on évalue donc les bilans.
bien évidemment. Donc, l'équilibre, l'évolution positive, négative, l'ajout d'activité. On va essayer également de déterminer quelles seraient les évolutions qu'on pourrait avoir en termes d'activité sur l'établissement. Aujourd'hui, si mettons on prend l'exemple d'un tabac par exemple, il fait pas de colis, il fait pas de vapotage, pas de CBD, pas tout ça. Donc c'est des choses qu'on va essayer de mettre en valeur pour justement donner une perspective de développement à l'acquéreur. Les horaires d'ouverture. Aujourd'hui, un établissement clairement qui est ouvert 5 jours sur 7, 6 jours sur 7 est plus facilement vendable qu'un établissement qui est tout le temps ouvert, par exemple. Et on va mettre un petit chouïa, je dirais, de prix en plus, le fait qu'on ait un établissement sur lequel il y a de la possibilité d'évolution. C'est-à-dire, quand il y a des congés Bien, finalement. comme un bien sur Il y lequel... a de la valorisation potentielle. Exactement. Où est-ce qu'on va pouvoir valoriser, où est-ce qu'on va pouvoir tirer, je dirais, un intérêt de vendre cette affaire plutôt qu'une autre. Ça, c'est vous qui faites une On audit détermine, finalement ouais, on fait l'audit, c'est-à-dire que avec le vendeur. exactement, on demande au vendeur qu'est-ce que lui aurait pu faire ou aurait dû faire, et après, de notre œil à nous, en tout cas le mien, je regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire. Bien sûr. Des fois, il y a des volumes qui ne sont pas utilisés. Il y a des pièces ou une cave ou des choses comme ça qui pourraient servir à du stockage, à mettre un linéaire en plus. Voilà, tout ça, donc on le définit lors de la découverte client. Donc tout ça, ça détermine un prix. Oui. Une fois que le prix est déterminé, tu commences la mise en vente. Imaginons qu'on a, donc après le processus, c'est de faire marcher, visiter, auditer, j'imagine, le Alors, financement, etc. C'est pas. Alors, pour le process, aujourd'hui, on a plusieurs effets de levier. On a de part un fichier client, aujourd'hui, parce qu'on a de plus en plus de gens, avec toutes les annonces qu'on a aujourd'hui en place, on a des gens qui nous contactent. On n'a pas forcément l'affaire qui va bien, mais on rentre les critères. Et dès que on va entrer une nouvelle affaire, on va avoir des retranchements qui vont se faire entre la surface, la localisation, les chiffres d'affaires, les ouvertures, l'appartement par exemple, l'appartement de fonction aujourd'hui dans les tabacs, c'est vraiment un élément prioritaire aujourd'hui pour les gens qui sont de l'extérieur. Ils vont pas se loger à côté, ils veulent loger au-dessus, ils veulent être présents là, comme ça ils peuvent faire une pause d'une demi-heure sans prendre la voiture, sans perdre du temps. Voilà, ils montent l'escalier et ils sont dans leur logement. C'est des éléments aujourd'hui qui sont vraiment prédominants aujourd'hui par rapport à tout ça. Donc, on va faire attention à tout ça. Après, on a également le levier publicitaire. On va aller sur des réseaux spécialisés. On va aller sur des plateformes spécialisées. On va aller sur des réseaux. On va également sur des groupes Facebook avec des buralistes. Il y a des groupes qui sont dédiés, par exemple, pour la vente des boulangeries, la vente des restaurants, la vente des tabacs. Voilà. Donc, tout ça, on va aller nous mettre en avant des affaires qu'on a à la vente. Et quelqu'un qui voudrait acheter justement un commerce, reprendre un commerce, il va où? Il va sur quel site? Alors aujourd'hui, les gens le savent généralement. Alors, le premier réflexe, ça va être Le Bon Coin. Ouais, donc Le Bon Coin, on peut retrouver tout ça. Beaucoup. Aujourd'hui, le Bon Coin a été méprisé pendant des années comme étant un petit peu la brocante du coin. Aujourd'hui, même vous dans votre activité, je pense que vous voyez, on va tous sur Le Bon Coin aujourd'hui, quel que soit le besoin. Et on le voit, on a des affaires à plusieurs millions, tu as des affaires à 100 000, il y a tout aujourd'hui sur Le Bon Coin. Les gens, aujourd'hui, ne vont plus que sur Session PME. Il y a Session PME, qui est vraiment un des leaders français aujourd'hui du référencement d'entreprise, pas que des commerces. On a le Figaro Immobilier, on va avoir le Figaro, on va avoir Se Loger également, Se Loger Bureau. Voilà, c'est des plateformes aujourd'hui sur lesquelles les gens vont aller. Bureaux locaux, non? Bureaux locaux pour la location. Pour la location, d'accord. La location de locaux, bureaux locaux, c'est parfait. Ou la vente de locaux professionnels vides, donc des droits au bail. Mais sur des fonds de commerce, non. C'est pas leur dada. Nous, on y a été pendant longtemps. On a investi sur bureaux locaux. En 3 ans, on n'a jamais vendu une affaire grâce à bureaux locaux aujourd'hui. Je parle bien en fonds de commerce. Et sur du droit au bail et des locaux commerciaux, à la vente, c'est parfait. Ça rentre dans la case. Typiquement. Ok, donc là, du coup, ça, là, c'est le process de mise en avant. Mise en avant. Donc après, on va avoir des appels. Donc là, on va intervenir comme premier rempart, comme filtre, je dirais, pour éviter aux gens justement de devoir faire ce travail, de voir si les gens sont sérieux, etc. Alors, pour prendre le cas le plus extrême qu'on va avoir, le tabac est l'une des activités qui est la plus complexe aujourd'hui à reprendre. Puisqu'on est en cheville avec l'administration fiscale, on va être en cheville avec les douanes, donc avec l'État. On est assimilé comme étant percepteur de taxes aujourd'hui. Donc, il ne faut pas avoir de casier judiciaire B3. Il faut avoir une provenance des fonds qui est limpide, contrairement à ce que certains gens pensent. Ils disent oui, certaines communautés n'ont pas des fonds qui sont clean, on laisse faire, etc. Non, c'est totalement faux. Aujourd'hui, il y a le TRACFIN. Aujourd'hui, au même titre que pour un achat immobilier ou autre, le TRACFIN aujourd'hui nous demande d'avoir une traçabilité précise. Et on le voit, et de plus en plus, ça se durcit. On nous demande des fois 10 ans d'arriérés de relevé de compte bancaire pour vraiment reconstruire l'apport de la personne. Et ça, tu as le droit de les récupérer. Alors nous, en tant qu'agent immobilier, on n'a pas le droit de le demander au sens propre. On le demande. Si les gens l'acceptent, ils nous le donnent. Généralement, les gens qui sont vraiment sérieux nous communiquent leurs éléments.
Ça commence là, tu vois. Quand tu as déjà une obstruction à avoir une pièce d'identité, à avoir un relevé bancaire pour justifier des fonds, comment vous avez constitué ces fonds? Vente immobilière, placement, ça peut être un vent familial. Aujourd'hui, on a le droit de donner jusqu'à 100 000 euros, aujourd'hui par personne et par enfant. Donc, tout ça, c'est des éléments aujourd'hui qu'on doit pouvoir matérialiser. Pareil, les dons aujourd'hui, moi, je le fais. Alors, je n'ai pas forcément le droit, en tout cas, je ne peux pas exiger d'une personne qui me le communique, mais je demande qu'il me fournisse le CERFA, comme quoi il a bien déclaré le don envers ses parents, envers lui. Voilà. Les ventes immobilières, on demande les actes, etc. Enfin, on fait, je dirais, le boulot de l'avocat déjà un petit peu du futur notaire. Mais si le gars, déjà, il bloque là-dessus, on ne va pas aller plus loin, je veux dire. Si on n'arrive pas à justifier l'apport, si on n'arrive pas à avoir un casier B3, si on n'arrive pas à avoir une pièce d'identité, à avoir un pédigré, je veux dire, on va droit dans le mur. On sait très bien. Donc là, vous vérifiez donc la solidité. On vérifie la solidité, donc le financière, le projet. On regarde, on pose des questions. Quel est votre cursus? Est-ce que vous avez déjà vu un établissement? C'est une première affaire. Vous avez déjà travaillé dans une affaire? Enfin, voilà, on pose des questions qui sont assez ciblées, assez précises, et ça nous permet de voir si la personne, oui ou non, va pouvoir être apte à ça. Et malgré ça, là, on a eu une casse, c'est la première fois que ça n'arrive en 3 ans. J'ai un client qui n'avait pas de casier B3, mais il y a plus de 10 ans, il a fait des conneries. Voilà. Il a fait de la prison. 3 mois. Pas grand-chose. Il a fait 3 mois. Et là, j'ai eu un refus de la SCCJ, la police des jeux, parce qu'on a décidé... Pour un bureau de tabac. Pour un bureau de tabac. Je prends vraiment l'exemple du tabac qui est le plus flagrant. Okay. La SCCJ, la police des jeux, donc, a refusé avis défavorable sur l'agrément, puisqu'aujourd'hui, la personne a été déclarée comme ne pas étant apte à reprendre un établissement de par son passé. Okay. Et le droit à l'oubli, ça n'a pas été le cas, quoi. Si je résume quand même, ça semble compliqué de vendre une affaire sans un intermédiaire. Oui, c'est le cas. Aujourd'hui, vendre son affaire seul dans son coin, c'est la meilleure façon aujourd'hui de se tromper. Ouais. Soit de mal valoriser, soit de s'entourer de mauvaises personnes, en tout cas pas les bons interlocuteurs pour que ça se fasse vite, bien, et que tout le monde soit protégé. Donc, toutefois, maintenant, on va dire, on imagine que l'acquéreur a été validé par tes soins. Donc là, on va commencer. On fait la visite. On fait la visite. On fait la visite, là où les visites. Donc, on fait une visite des lieux, on présente le bien en l'état actuel, et après, on parle également des évolutions qui sont possibles par rapport à ce bien. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des travaux dans la rue? Non, clairement, on a une politique dans l'agence, et j'y tiens. On est très clair. S'il y a des travaux dans la rue qui sont prévus à court moyen terme, on le dit. S'il y a un chauffage qui ne marche pas, c'est des choses comme ça, on essaie de dire. Alors, si on ne le sait pas, on ne l'a pas vu. Bien sûr. Des fois, les vendeurs ne le disent pas. Là, j'ai eu le cas, pas de chauffage depuis 15 ans dans l'établissement, quoi. Ils mettaient un chauffage électrique et on n'avait jamais fait attention. Voilà, tout simplement. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais on se base sur les déclarations du vendeur et après, on vérifie. Bien évidemment. Il y a des choses qui ne se voient pas. Mais on essaie de faire un maximum attention et d'avoir une démarche claire, nette et précise. Et il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Okay. Sinon, on va droit dans le mur. Et ta réputation et la vente se passent mal. Et les gens n'ont pas une expérience qui est correcte. Aussi, même le vendeur. Ouais, bien sûr. Qui a dissimulé l'éventuelle vérité. Et l'acquéreur se sent lésé, et tout le monde. Moi, je me sens aussi lésé que l'acquéreur dans ce genre de choses. Donc après, je mets un point d'honneur à essayer de remettre les choses dans l'ordre. Okay. Visite validée. Visite validée. Donc à partir de là, on fait un plan de financement. C'est-à-dire qu'on va mettre noir sur blanc donc les tenants aboutissants de notre dossier. Donc le prix du fonds net vendeur. On va, s'il y a une négo, on va engager une négociation. D'accord. Donc on fait une offre d'achat où on en parle déjà verbalement, si on voit qu'il y a une ouverture ou pas d'ouverture. Et après, on réalise, une fois qu'on est d'accord, on réalise un plan de financement. Et à partir de là, donc plan de financement, ça va être prix du fonds net vendeur, nos frais d'agence, on va avoir tout ce qui va être frais de courtage, les frais de garantie, on va avoir les droits d'enregistrement, parce que comme pour une maison ou un appartement, on a des droits d'enregistrement, donc c'est pas des frais de notaire, mais c'est des droits d'enregistrement au niveau des impôts, donc c'est variable, on va de 1, 2, 3 jusqu'à 5% avec des plafonds. Et à la suite de ça, donc on fait une proposition, et on voit si effectivement le dossier peut tenir aussi bien en termes de proposition pour le vendeur que c'est tenable financièrement pour l'acquéreur au niveau de son montage bancaire. Très bien. Donc on intervient vraiment au maximum pour être sûr que l'opération va au bout. À partir du moment où on a un accord donc bilatéral, donc acheteur-vendeur sur l'offre d'achat, et ben après on entame les premières pierres. Donc on va mettre en cheville avec l'avocat. On a plusieurs avocats avec qui on travaille. Si les vendeurs ou acquéreurs ont déjà des conseils, on va vers ces gens-là, on ne force pas. Mais si les gens ne sont pas sûrs ou ne savent pas, on les dirige, nous, vers un petit réseau qu'on a aujourd'hui, qu'on s'est forgé de courtiers, d'assureurs aussi, de notaires, d'avocats et tout ce qui s'ensuit. Déjà, même avant le compromis, on peut agir. On peut agir déjà au niveau du montage du dossier pour le financement. C'est qu'on intervient déjà, vu qu'on a déjà collecté les éléments avant, on essaie entre l'offre d'achat et le compromis, des fois il se passe 2-3 semaines. On essaie pareil de faire court. Alors, généralement, un notaire qui est assez rapide, il met 2-3 semaines. C'est assez rare, mais ça existe encore.
Les avocats, par contre, certains sont très rapides. En moins de 10 jours, on peut faire un compromis. Donc, tout le temps qu'on gagne au moment du compromis, c'est autant de temps qu'on va gagner sur la fin du dossier. Parce que les dossiers sur des fonds de commerce, ça peut durer plusieurs mois, voire des fois 1 an. Parce qu'il y a toutes sortes de procédures à réaliser. Dans Pour le le cas, compromis et la réitération. exactement. Entre vraiment, je dirais même plutôt l'offre d'achat et la réitération, il peut se passer des mois. C'est pas des semaines, c'est des mois, des fois, voire même 1 an. Parce qu'il faut passer par toutes sortes d'étapes. Donc, on essaie d'agir au plus tôt pour que, même avant le compromis soit la clé de voûte qui permet d'aller déclencher la demande de financement tout de suite. Parce qu'après la demande de financement, il faut faire les demandes d'agrément. Par exemple, encore une fois, pour le tabac, je prends le cas le plus extrême, mais c'est pour bien expliquer le fonctionnement. Le tabac, on est obligé d'avoir un compromis pour pouvoir aller demander derrière le financement, comme n'importe quelle maison, appartement ou fonds de commerce. Mais c'est également un élément déterminant, puisque tant qu'on n'a pas d'accord de financement ferme de la banque, on ne peut pas faire les demandes d'agrément au niveau de la CCJ et au niveau des douanes. Donc, Donc, se chevaucher. Donc, on est exactement. obligé d'aller étape Voilà. par étape. Donc, on peut pareil monter les dossiers en amont, mais si on n'a pas le compromis, on n'a pas de demande de financement. Et si on n'a pas l'accord de financement, on n'a pas le démarrage de l'enquête. L'enquête prend jusqu'à 2 mois, 60 jours. Alors, les délais sont réduits parce que les transactions ont baissé. Donc là, en ce moment, on est sur 3 semaines, 1 mois. Donc, c'est beaucoup plus acceptable. Parce que 1 mois, c'est long. Quand tu attends pour vendre et que tu attends pour acheter, 1 mois, c'est très long, bien sûr, vraiment. Et ça te retarde, pareil, après le commissionnement aussi, en tant qu'agent, se dire on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc tout le temps que tu perds en instrumentalisation et oui, on va attendre, attendez, j'ai pas ci, j'ai pas ça, on relance perpétuellement les gens. On relance les notaires, les avocats, on relance les organismes, que ce soit la Française des Jeux, le PMU. Donc tout ça, on a des contacts maintenant. On arrive enfin, avec le temps, à avoir les bons contacts. Donc, et c'est des gens qui sont souvent dans des bureaux, mais on arrive à les joindre. Donc on ne peut pas joindre la SCCJ pour les enquêtes, parce que ça nous dépasse, on ne peut pas aller en ce sens-là, ni les douanes, je ne veux pas te parler, en tant qu'intermédiaire. Mais la Française des Jeux, le PMU, etc., et les avocats, on arrive justement à faire avancer nos dossiers en ce sens. Et il y a parfois des acheteurs qui sont de bonne foi, qui disent tout, mais qui malgré tout, arrivés à l'étape du contrôle, ils se font recaler pour Ouais, ça m'est arrivé une un fois là. truc. Comme je te disais hors antenne, ça m'est arrivé là une fois, cette année. C'est la première fois. Depuis qu'on est installé, on a eu un refus SCCJ parce que le gars a fait un peu de tôle pour un outrage à agent. Il a fait 3 mois de prison, pardon, pas 3 ans, 3 mois de prison pour un outrage il y a plus de 10 ans. Donc on a un droit à l'oubli, normalement, mais la SCCJ a estimé qu'il n'était pas apte pour des questions de santé publique et de prévention et de sécurité, donc à avoir l'agrément. Donc il n'a pas eu l'agrément. Mais Donc là, ça, c'est exceptionnel, effectivement, en règle générale. Sinon, en général, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on fait toute l'enquête en amont. ouais, ok. Si le gars, le B3, il n'y a pas de casier B3. Si au niveau du track-fin de l'enquête, les fonds, c'est clair, net, précis, il n'y a pas de dépôt d'argent liquide, de problème, de versement bizarre ou de dons bizarres ou de mouvements curieux sur des comptes bancaires, tout ça, justement, on se l'évite, cette mésaventure, à tout le monde, et de travailler. Nous, on travaille pour rien, on fait espérer le vendeur, on fait espérer l'acheteur, et au final, on aurait pu le détecter dès le départ. Donc ça, c'est Ça est l'intermédiaire. arrivé une fois. C'est l'intermédiaire qui fait ce travail de tri, sinon Nous, on le fait. tu te C'est fais pas le cas de tout le monde. Ouais. Nous, on le sait pour justement éviter ça. Alors, normalement, les agences comme nous spécialisées, de par l'expérience qu'on a de tout ça, on s'y prépare à l'avance. Ouais, ce que vous voulez, c'est pareil, c'est Ça en est au bout, quoi. c'est à lui. Déjà, c'est Bien pas sûr. nous, déjà, on travaille pas. Je veux pas qu'on travaille pour rien, déjà, parce que ça nous prend du temps. C'est du déplacement. Ça a l'air d'être un c'est- petit peu de temps quand même. Oui, c'est du temps, bien sûr, mais derrière, c'est la clé pour avoir une affaire avec succès à la fin. Ouais. Voilà. Et une com et une recommandation plus tard pour Donc, d'autres choses. la et un commission, réseau. La commission, comme dit toujours, avant de vendre, on accompagne Ouais, c'est et on conseille. les Et résultats après, on de vend. tout un tas de choses. Exactement. Bien sûr. C'est comme aujourd'hui la réussite d'un entrepreneur, parce que c'est aussi ça le thème du podcast, c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui. Parce que tu vas créer de la valeur, tu vas faire ton travail à fond, et tu seras récompensé à la fin financièrement et psychologiquement, et aussi par le fait d'être reconnu comme étant quelqu'un de sérieux. Il ne faut pas que l'argent, de toute façon, ce soit le premier moteur. Il faut aimer ce qu'on fait. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il y a d'autres moyens de le faire. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, ça reste un moyen aussi, bien sûr, de se combler financièrement, et intellectuellement, et professionnellement, bien entendu, bien sûr. Donc, pour en venir sur l'aspect compromis, etc., une fois que tout ça est validé, bon, après, c'est du format classique, appel de fonds de la part des conseils, Oui. semaine, 10 jours, 15 jours, et après, on fait, voilà, avant. Par contre, la différence qu'on a, c'est qu'avant la vente finale, on a un état des lieux, comme une maison, un appartement, mais on va également avoir la notion d'inventaire. Donc l'inventaire, pareil, c'est un élément hyper important parce que il ne faut pas interrompre
le flux et le fonctionnement de l'entreprise. Donc, il y a forcément un inventaire qui va venir en plus du prix de vente. Ouais. Donc, La valorisation vente, des stocks. voilà. L'inventaire des stocks, aujourd'hui, c'est un élément important puisqu'il permet à l'entreprise de pouvoir continuer immédiatement son activité. Et c'est également un élément de négociation aussi qu'on va avoir. Donc, le montant maximum, minimum. Pour les produits qui sont avec des dates de limite de consommation, il faut les détecter, il faut les sortir. Donc, tout ça, pareil, on fait venir des inventoristes aujourd'hui. On a des gens spécialisés qui viennent avec des terminaux d'inventaire, qui ont des bases de données avec tous les produits, les prix d'achat. On leur a donné en amont. Ça fait partie également de notre travail. On va mandater donc un inventoriste qui était séparé 50-50 au niveau des frais pour l'acquéreur et le vendeur. Et cette personne va venir compter les stocks et vérifier pour les produits qui sont avec date limite de consommation pour s'assurer qu'ils ne sont pas périmés ou qu'ils ne vont pas l'être à court terme, par exemple. Et tu as aussi, je pense, une période de transition où tu as peut-être l'ancien Le moins possible. propriétaire, non? Alors, le moins possible déjà. On essaie de faire en sorte que... Ça, c'est valable que pour les tabacs ou c'est... Non, c'est valable pour tout de manière générale. Ok. Et par expérience, je te le dirai après, mais par expérience, il ne faut pas rester trop longtemps. Parce que chacun a sa façon de travailler et il faut vite passer à autre chose. Mais pour en revenir sur les stocks, c'est un élément déterminant important parce que les commandes dans l'activité pour le tabac, encore une fois, elles sont réglementées. On ne peut pas commander quand on veut, on n'est pas livré quand on veut. On est livré à la semaine, à la quinzaine ou au mois. Donc généralement, la plupart des buralistes sont à la quinzaine. Certains très gros points de vente sont à la semaine et les plus petits sont encore au mois pour certains. Donc c'est des commandes que tu ne peux pas, si tu veux, orchestrer comme tu veux. Donc après, on peut se dépanner, on appelle ça un dépannage, mais il y a un montant maximum et maintenant c'est payant. Les livraisons sont payantes également. Donc ça run sur ta commission de la même façon. Donc tout ça, on essaie de ne pas interrompre, en tout cas le moins possible, le fonctionnement. Donc on essaie de fermer une journée ou deux grand maximum, histoire de faire une transition. Et après, la notion d'accompagnement, comme tu commençais à m'en parler tout à l'heure, l'accompagnement, on essaie de le faire sur maximum 2 semaines. Une semaine avant la reprise et une semaine après. Ou des fois, on fait tout avant. Comme ça, le jour où la transaction est faite, la passation, ce qu'on appelle la mise au courant, plus communément, en tout cas plus juridiquement parlant, la mise au courant, aujourd'hui, on essaie de la faire la plus vite possible et on essaie de ne pas faire trop cohabiter les deux parties sur place. Et pour ne pas que ça soit aussi ambigu vis-à-vis de la clientèle. Voilà, que ce soit, le marqueur est clair, aujourd'hui c'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre, et il va accompagner et il va pérenniser l'affaire. Ok. Voilà. Super intéressant en tout cas de voir tout le processus qui est très, très spécifique, Très technique. très technique. C'est plein d'embûches et en moyenne, la durée moyenne, c'est 4 mois. Alors 4 mois, c'est rapide. Oui, On est sur du 4 à 6 mois. On arrive à boucler en 4 mois. Mais on peut clairement pas faire moins, même si la personne n'a pas besoin de financement, parce que ce qui prend du temps au démarrage, c'est aussi la recherche de financement. Et après, il y a les 2 mois aussi d'enquête, etc. Mais donc, c'est en moyenne 4 mois. Et là, sur un métier comme le tien, est-ce que tu as des... Je sais pas, moi, demain, je veux faire ton métier. Où est-ce que je m'adresse? Est-ce que je me lance comme ça? Hormis la carte T, on a compris. Mais Ça, c'est le droit de travailler. la spécialisation. Oui. Est-ce qu'il y a des écoles, des formations, des choses Alors, qui existent? à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Il y a des formations pour être dans l'immobilier pro. Donc, on va t'apprendre comment l'interprétation d'un bail commercial, par exemple, des prémices de lecture de bilan, les types de diagnostics qu'on va avoir en immobilier pro. Donc, on n'a pas un DPE, on a un DDT. On va avoir des diagnostics un peu plus poussés, par exemple, au niveau électrique. Pour un fonds de commerce, quel qu'il soit, que ce soit un tabac, une boulangerie, un restaurant, on va avoir un contrôle périodique annuel. Ça, c'est propre à un commerce aujourd'hui. Le DPE, pour un appartement ou une maison, par exemple, il intègre ce contrôle électrique. Mais dans un établissement, aujourd'hui, professionnel, il est obligatoire, et ça, beaucoup de gens l'oublient, et beaucoup de gens, malheureusement, ne sont pas au courant de ça, mais le contrôle périodique électrique est obligatoire à partir du premier salarié, 1 fois par an. S'il comporte des anomalies, c'est 1 fois par an. S'il est vierge, c'est 1 fois tous les 2 ans. Et ça, c'est un élément également qui est très important aujourd'hui, que les gens, pour la plupart, n'ont pas connaissance. Si tu as un dégât, l'assurance, elle peut Si tu dire... as aujourd'hui un incendie vous n'avez pas fait contrôle. d'origine électrique et que tu n'as pas de contrôle, l'assurance peut te le reprocher. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est un élément également auquel je pense que les gens doivent être attentifs aujourd'hui. Beaucoup de commerces, moi d'ailleurs je le déplore, beaucoup ne sont pas au courant des mises aux normes et des contrôles dont ils devraient faire preuve. C'est sûr. Le diagnostic électrique étant le plus courant que j'ai aujourd'hui. Donc il y a des organismes multiples, tu as Socotec, Veritech, Veritas et plein d'autres, c'est les plus connus, mais ça coûte effectivement tous les ans de l'argent. Mais si demain tu as un salarié qui reste collé à la prise ou si tu as un incendie,
bah, tu serais bien content d'avoir ton diagnostic. Il t'a Bien coûté certes 150, 200, 300, 400 euros. Bah, T'étais et tranquille. il y a aussi, je pense, des personnes juste qui n'ont pas connaissance. C'est pas qu'ils veulent pas Bien payer, simplement qu'ils ont Mais pas la seulement connaissance. C'est vrai t'en que as des connaissance sont le jour où difficiles. tu as un problème. Bien sûr, C'est comme pour plein de choses. C'est le jour où tu as un pépin, tu dis: «Ah bah ouais, ben je ne le savais pas». bien sûr. Ouais, ton assureur n'a pas fait son boulot ou ton propriétaire n'a pas fait le sien. C'est comme il y a plein de commerces qui ne sont pas assurés. Ouais, Alors c'est pas beaucoup moins bien sûr que les légalement. diagnostics, mais il y en a qui sont, ils sont pas d'assurance. C'est affolant. Donc nous, systématiquement, pareil, lors des sessions, alors les avocats et notaires le font bien, parce que ça fait partie de la checklist, on demande l'attestation d'assurance, bien évidemment. Mais c'est pas toujours le cas. Et pour du coup tout ce travail d'accompagnement dans la vente, est-ce que vous fonctionnez exactement comme une agence? À peu près les barèmes, est-ce que tu peux nous donner? Alors, comme toute agence, on est tenu d'avoir un barème. Donc, on a un barème d'honoraires. Voilà. La loi Gay l'oblige. La loi Gay, il l'a affiché chez nous. Enfin, voilà, c'est Et est-ce qu'il est exactement. comparable à une vente d'habitation? Alors, Ou est-ce qu'il est supérieur, inférieur en il est, général? il est généralement assez similaire. La différence qu'on a par rapport à une agence, je dirais, traditionnelle, c'est que généralement, on négocie nos frais d'agence. Ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas systématiquement. Systématiquement, nos frais d'agence, on les négocie à un moment donné. Oui, mais c'est vous qui le fixez? Oui. Ou est-ce qu'il est fixé par une autorité Non, supérieure? aujourd'hui, on fixe notre barème. Alors après, il y a un marché qui va le fixer aussi, hein. Je veux dire, Bien sûr. il n'y a pas d'autorité supérieure aujourd'hui. Tu appliques le barème que tu souhaites, mais il doit être officiel. Il est téléchargeable sur notre site internet. Et quand tu viens en agence chez nous, il est affiché. La loi Hoguet en fait partie d'un des éléments de la loi Hoguet, est celui d'afficher tes honoraires et de les avoir publiquement accessibles. OK. Donc barème classique, mais du coup l'accompagnement et la vente qui peut être plus longue finalement, Il en est tout plus cas long. si on fait la moyenne des dossiers, Oui, probablement plus longue dans l'habitation, oui. suppose en tant que chef d'entreprise dans ces transactions, d'avoir peut-être un volume de dossiers pour que les opérations chevauchent et peut-être une C'est ça. première année qui est plus difficile aussi. La première année, j'allais te répondre sur ce délai-là. Aujourd'hui, tu as 6 à 8 mois. C'est ce que je dis à mes agents aujourd'hui commerciaux que je fais démarrer chez moi. Donc, la formation de base, on les prend, moi, je les prends sous mon aile pendant plusieurs semaines. Donc, ils m'accompagnent en clientèle, hein, voilà, spectateurs, assistants, etc. Et après, moi, je les accompagne sur leur terrain avec leur prospection, leur clientèle. Donc, aujourd'hui, il y a un démarrage qui est de 6 à 8 mois minimum pour pouvoir commencer à pouvoir toucher son travail. Puisque au-delà de l'aspect recherche de biens, recherche d'acquéreurs et de l'emmener jusqu'au bout, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est 4 mois minimum quand ça va vite et quand ça va bien. Donc moi je double, voire des fois je triple. Je ne vends pas du rêve à mes agents co, je leur dis clairement, c'est 6, 8 mois. Moi je dis, partez sur 12 mois. Voilà. En plein temps, si vous le faites vraiment en plein temps, 5 jours par semaine, vous êtes 10 heures par jour vraiment dans la tâche, 6, 8 mois c'est faisable. Si vous êtes pas forcément dingue du travail ou à fond dedans toute la journée, il faut 1 an. Ok. On vend pas du rêve. Et donc les commerciaux que tu recrutes du coup pour former à cette étape, est-ce que c'est des commerciaux en général qui sortent de la transac en habitation ou des fois qui sortent carrément d'autres métiers Alors, rien à voir? l'aspect un petit peu, je dirais, atypique dans le métier commercial aujourd'hui, c'est que euh, sur les 4 agents qu'on a aujourd'hui, on cherche pas, on fait pas de la pub à mort pour recruter, etc. On recrute vraiment par opportunité et par bouche à oreille beaucoup. Mhm. Je tiens à cette qualité-là. 3 de nos agents sur les 4 sont d'anciens clients. Ouais, ok. Voilà. Tout ça. Finalement, ils sortent du circuit un petit peu comme toi. J'ai circuit, une de mes commerces, Sandrine, c'est une boulangère pro, voilà, à qui on a accompagné, on n'a pas fait la transaction, on l'a accompagné dans la transaction. J'ai Aurélien, on lui a fait acheter un bar et on lui a revendu 1 an et demi après avec une belle plus-value à la sortie. Là, j'ai Laurent qui arrive dans notre équipe. C'est un buraliste à qui on a vendu son affaire l'année dernière, qui va nous rejoindre. Et après, j'ai un ami d'enfance aussi avec qui je travaille, qui est dans la maintenance informatique et qui a été dans les caisses enregistreuses dans le nord de la France. Vraiment, on a eu un parcours assez... c'est quand même un métier assez de niche et il a été dans ce métier-là. Et aujourd'hui, il fait de la maintenance informatique et il a la volonté de faire vraiment autre chose et de partir sur d'autres horizons. Donc, il travaille avec nous aujourd'hui en double activité. Et quelqu'un qui verrait ce podcast, qui voudrait faire ce métier-là, est-ce qu'il peut te contacter ou Bien sûr, il peut nous contacter via nos réseaux, via notre site internet. Ouais, ça t'intéresse Et quand même bien sûr, là, j'ai quelqu'un qui vient demain midi. Il est aujourd'hui, il cherche un stage dans le cadre de son cursus scolaire. Il a 19 ans et il voudrait faire un BTS IMO.
tu vois. Ok. Et quelqu'un peut-être sur un autre secteur, imaginons, genre Ouais, aussi. Bah, aujourd'hui, si tu veux, bordelaise qui. alors, encore une fois, là, on a démarré le Nord, on a démarré le 59, enfin, le Nord-Pas-de-Calais, on a démarré le Nord-Pas-de-Calais très récemment, par opportunité. Là, j'ai, comment dirais-je, Laurent qui va nous rejoindre. Lui, il va démarrer tout ce qui est 21, 89, ces coins-là. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on est vraiment présent sur la partie parisienne, nord de la France, et moi, je fais le Grand Est. Et j'ai également mon collaborateur Aurélien qui, lui, bouge un peu dans le 45 et dans ces coins-là également. Donc, tu es tout à fait capable de former Aucun honnêtement dans n'importe quel secteur Aucun français. problème. Et du coup, Aucun problème. Je vais sur le terrain. Des Je vais sur le terrain. Moi, je me déplace beaucoup. J'adore rouler. En plus, j'adore la voiture depuis toujours, hein. Je fais, là, je suis dans les petites années, je fais 70 000 km à l'année. Dans mes grosses années, je faisais 100, 120 000 km. Donc, j'ai ruiné un nombre de voitures impressionnant. Mais j'adore bouger, j'adore aller voir les gens. Et s'il faut aujourd'hui former des gens, c'est ce que j'ai fait avec mon ami d'enfance dans le nord de la France. Je vais à Lille très régulièrement. Là, j'y vais presque une fois par semaine encore. Et je passe une journée ou 2 jours avec lui. Ok. Voilà, pour le former sur le terrain, sur son futur terrain, sur ses clients. Et on rentre des mandats ensemble, je lui montre je lui montre le métier et je redémarre, je dirais, et ça fait du bien parce que tu redémarres un peu à zéro, tu vois. Tu vas montrer à des gens comment le métier, tu vas le démarrer. Donc la pige, la création d'un réseau avec des apporteurs d'affaires, d'aller faire du porte-à-porte, donc tout ça, mais on le travaille sur un fichier client, bien sûr. Mais on divague, on se balade dans les rues, entre guillemets. Ouais. On va serrer les pinces des gens. Et tu as plein de gens qui te donnent des infos. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Les bistrots, il n'y a rien de tel qu'un bistrot pour apprendre plein de choses. Le monde entier se croise dans les bistrots aujourd'hui. Tu as des chefs d'entreprise, tu as des artisans, des commerçants, tu as des gens du bâtiment, tu as des salariés, tout le monde va dans un bistrot pour boire un chocolat, boire un café, boire une bière, etc. Donc moi, j'ai toujours traîné un peu dans les bistrots. Et quand, je me rappelle, j'avais un souvenir comme ça dans mon ancienne activité, quand j'avais des fois un peu de trou dans l'activité, bah, je traînais dans les bistrots. Alors, c'était nos clients. T'es pas devenu alcoolique avec tout ça? Jamais de la vie. Non. Et si mes clients me regardent, ils pourront dire, ils prennent toujours une fraise à l'eau ou un Perrier, mais même pas un café, même pas une bière, rien du tout. Voilà. J'ai toujours. Alors ça, c'est pas que c'est pas que j'ai pas envie, mais point d'honneur. Pas d'alcool, pas de choses comme ça, parce que tu as vite fait de glisser. Alors sans le savoir, hein, les gens, Ah oui. tu vois, c'est de bon cœur. Les gens, mais je paye jamais mes consommations, même si je veux les payer, les gens refusent que je les paye. Et ils me donnent des consos, toujours. C'est vrai que c'est Donc, la journée. une bière, 2 bières, dans des 3 bières, bars. 5 bières. Tu commences à 9h le matin, à 15h. Si tu as fait 10-15 personnes, tu as bu 10-15 demi, je te laisse voir dans quel état tu es. Alors après, c'est souvent dans notre activité, aujourd'hui, dans les gens qui travaillent dans ces établissements-là, beaucoup ont fini alcooliques, hein. Bien sûr, parce que tu t'en rends même pas compte. C'est pas que tu es alcoolique, c'est que tu le deviens. Parce que les gens, par bon cœur, ils t'offrent des consommations. Ouais, mais comme tu l'as Mais, dit, tu glisses tout Exactement. doucement. Alors c'est pareil, les fraises à l'eau et le Perrier, à un moment donné, la fraise à l'eau, c'est beaucoup de sucre, et le Perrier, c'est beaucoup de gaz. Ouais, c'est Donc, vrai. il faut savoir, des fois, je dis même, non, c'est bon, stop, verre d'eau, éventuellement, mais c'est tout, quoi. Tu vois, j'accompagne avec un verre d'eau. Ouais, ok. Voilà, Ouais, c'est la petite subtilité, mais c'est vrai, il faut y faire attention. On a vite fait Alcoolique ou diabétique, quoi. voilà, à choisir ni l'un ni l'autre, bien évidemment. Voilà. Donc après, ça, c'est l'aspect vraiment technique du métier, en tout cas de tabac. Après, reprendre un établissement de bar de nuit, de restauration ou de boulangerie, ça va être d'autres problématiques, bien évidemment. Mais moi, On le fait aussi. on fait aussi. Aujourd'hui, notre activité, en tout cas, moi, dans l'agence aujourd'hui, je fais du CHR, donc café, hôtel, restaurant, bar tabac et de la boulangerie. Ouais. Voilà. Et j'ai également, on a fait aussi une paire de coffee shop également avec un mix de pâtisserie, chocolat, etc. Et aujourd'hui, tiens, c'est bien. Est-ce que c'est un marché dynamique? Est-ce que c'est calme? Comment se porte ce marché-là? Alors, aujourd'hui, le marché de ta question, elle est sur le commerce en général ou sur Non, non. quoi d'activité? Sur Sur une activité. sur ton activité à toi, Mon activité aujourd'hui, c'est qu'on, d'achat et revente depuis 3 ans, de fonds de commerce. aujourd'hui, clairement, on ne fait que progresser. Bon, à la force du travail, hein, je veux dire, comme je disais en antenne. Ah non, je parlais pas, pardon. Ça, j'en doute pas, que c'est que en progression, parce que tu travailles beaucoup et tu développes, mais je parlais plutôt en règle générale. Est-ce que ce marché-là, les acheteurs, les vendeurs, Est-ce qu'il Il y a énormément de vendeurs, pour 3 raisons. Aujourd'hui, il y a l'effet boomer, incontestable. On a beaucoup de boomers qui prennent leur retraite, donc qui veulent céder leur affaire. On a les gens qui ont déjà fait 5 ans, 7 ans, 10 ans. Un commerce, ça se finance sur 7 ans. Des fois, on va jusqu'à 9 ans. En cas de difficulté financière ou autre, les banques peuvent aller jusqu'à 9 ans dans le cadre d'une extension. Et le troisième facteur, c'est la conjoncture. Donc aujourd'hui, on a les 3 facteurs qui s'additionnent. Ouais. Donc certaines personnes, je vois sur les réseaux, des fois, ils disent mais t'as vu tous les commerces qu'il y a avant? Alors oui, c'est vrai. Et des fois, les gens disent t'as vu tous les tabacs sont à vendre à 3? Non, c'est parce qu'on s'emploie, nous, à aller référencer dans notre agence
Donc c'est vrai que des fois sur les réseaux, les gens ont tendance à voir mais tous les tabacs sont à vendre dans le secteur. Non, c'est parce qu'on référence ces affaires, mais il n'y a pas plus d'affaires à vendre à 3 qu'ailleurs. Ça rentre dans ces trois critères. Donc, boomer, conjoncturel et économique, puisque la personne a fait 5 ans, 7 ans. Aujourd'hui, dans ces métiers-là, en tout cas dans le proximité, restaurant, bar, tabac, les gens, ils font en moyenne 5 à 7 ans. Le temps d'amortir en grande partie le crédit. 5 ans, c'est l'exonération de plus-value, hein, en tout cas partielle, ça dépend pas du prix de vente, mais évidemment, après, c'est la loi de finances. Mais 7 ans, c'est la durée de remboursement de crédit. Donc les gens commencent à se poser la question de vendre à peu près 1 an avant. Il ne faut pas attendre. Et certaines personnes attendent aussi d'être au bout du rouleau pour pouvoir vendre leur affaire. Aujourd'hui, si je peux donner un conseil, n'attendez pas de ne plus avoir envie ou de vouloir vendre parce que c'est plus possible. Il faut prendre les devants. Parce qu'en plus, comme tu dis, c'est une je suis passé par là. décision qui sont longues. Et je suis passé par là. Moi, quand j'ai pris la décision de vendre en 2019, j'ai vendu en 2022. Donc tu vois, après c'est une autre conjoncture économique et pour d'autres raisons. Une boîte qui était saine. Pour une boîte qui était saine et qu'on a bien vendu, bien évidemment. Mais ça prend du temps. Et aujourd'hui, le commerce de proximité, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Les acquéreurs, les gens le savent, et beaucoup de jeunes ne veulent pas se lancer là-dedans parce qu'ils pensent qu'ils vont y laisser leur vie. Donc, comme je dis toujours, c'est une parenthèse de votre vie. Là, j'ai une demoiselle en ce moment qui est beaucoup sur les réseaux et qui a une vingtaine d'années. Elle a une dizaine d'appartements, elle fait du Airbnb, etc. Bon, là, ça commence à la gonfler parce qu'il y a des gens qui squattent, qui cassent, qui dégradent, etc. Donc là, elle envisage de revendre quelques-uns de ses appartements pour déjà empocher un peu de plus-value sur ce qu'elle a pu créer, générer et faire. Et elle voudrait acheter un bar tabac. Donc là, on l'accompagne en ce moment là-dessus. Tu vois. Okay. C'est une période. Je dis aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, elle est en concubinage. Enfin, c'est le moment, quoi. Elle a 24 ou 25 ans, je crois. Je n'ai plus son âge exactement, mais elle a l'âge aujourd'hui, en 5-7 ans, tu peux, si tu choisis la bonne affaire et que tu y mets l'énergie qu'il faut, tu peux faire une belle plus-value aujourd'hui. Est-ce que, justement, Il y a l'effet de levier aussi, l'effet de levier bancaire. Aujourd'hui, tu arrives avec 100 000 euros, tu peux acheter une affaire qui fait 250 300 000. Et si tu la développes, elle peut faire 400 500 000. Et dans 5-7 ans, on ne connaît pas l'avenir. Mais si tu te débrouilles bien, tes 100 000 euros sont transformés en 300 ou 400. Et tu as vécu pendant 5 ans, 7 ans. Et là, comme ça, toi qui es à l'intérieur, quel secteur te semble les plus porteurs pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans une activité comme ça de reprise de fonds? Aujourd'hui, si je Qu'est-ce dois qui donner... marche, Simon? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Ouais, où est-ce qu'on va faire de l'argent? Très franchement, aujourd'hui, si tu veux un commerce de proximité, concept de restauration, franchisé, avec un changement régulier de franchise ou de carte qui peut marcher. Le bar, ambiance, bar de nuit, etc., bar à bière, ça a pas mal été essoré depuis quelques années, donc j'y crois moins. Mais il y a encore bien sûr des pépites et des potentiels. Votre affaire, regardez ce que vous avez fait, ça marche. Voilà, il y a des concepts qui fonctionnent. Donc, il faut vraiment du concept. Il faut amener de la valeur, il faut amener de l'originalité, il faut avoir un bon emplacement et il faut bosser. Il faut bosser son concept. Regarde des boulangers aujourd'hui, il y a quelques artisans s'en sortent très bien parce qu'ils font du vrai, du fait maison, du vrai, de Et l'artisanat. ça ne suffit plus. Il faut aussi bien le présenter, Bien sûr. être dans un bon Et regarde aujourd'hui, bon accueil client. ceux qui vont rester, par exemple, dans la boulangerie aujourd'hui, ce qu'on dit, oui, les franchises, elles font tout fermer. Les franchises viennent parce qu'il y a un besoin. Bien sûr. Elles répondent à un marché, à une demande. Parce que les artisans, pour certains, ils se sont endormis. Leur boutique était horrible. On n'y voit même pas à travers les carreaux. Les fournils sont sans dessus-dessous, sont plus aux normes. Le matériel, il est vétuste. Enfin, il faut se remettre en question. Un entrepreneur, il doit se remettre en question en permanence. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui marche? Les concepts de restauration, comme je t'ai dit, il y en a encore quelques-uns qui marchent. En bar, oui, mais très peu. Aujourd'hui, en tout cas en création, ça me paraît pas forcément très, très, très simple aujourd'hui, en tout cas. Mais l'ouverture, je pense, existe toujours. Pas forcément à 3. Parce qu'il y a quand même une offre aujourd'hui qui est quand même assez importante à 3 aujourd'hui dans ce domaine-là. Le bar tabac, clairement. Moi, Pour moi, parler du bar tabac. je suis pas, c'est pas une religion. C'est pas une religion. Mais aujourd'hui, franchement, le bar tabac, tu as un effet de levier qui est assez important. Tu viens, comme je disais, tu viens avec 100 000 euros d'apport. Tu peux aller chercher 150, 200 000 à la banque. Aujourd'hui, tu vas en vivre. Alors, ok, c'est encore une fois, c'est la fameuse parenthèse dont je parlais tout à l'heure. 5 ans, 7 ans d'une parenthèse de vie. C'est une expérience. D'accord? Et là, tu peux faire de l'argent. Tu as aussi Pas quand à même coup sûr, mais en grande partie. bar tabac et boulangerie. Pour beaucoup, il n'y a pas de concept. Je parle dans celles qui existent déjà.
Alors, en boulangerie, les concepts, tu peux en avoir plein. Voilà. En bar tabac, il n'y a pas de concept. Et voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est Il y a de l'agencement, il y a du visuel. C'est Exact. qu'aujourd'hui, Ouais, tu as bien des sûr. entreprises, par exemple, j'en connais une à la Chapelle-Saint-Luc, par exemple, un jeune homme qui a une trentaine d'années, il a repris une boîte qui fait de la menuiserie sur mesure, et je fais beaucoup travailler, il me fait travailler aussi. Dès qu'on a un tabac qui veut refaire des travaux, etc., je l'envoie vers lui. Ouais. Parce qu'il a un concept, et sur 3, là, il a quelques adresses qu'il a refaites. Tu te dis, mais ça, c'est un bar tabac. Waouh. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu te croirais dans un truc, vraiment, il a 100 ans d'avance, quoi. Il fait, t'as des beaux éclairages, t'as des beaux codes couleurs, t'as des belles chaises, des belles tables, voilà, une mise en valeur des produits. Il y a un parcours client, tu vois, ce qui n'existait pas. Avoir un tabac, tu dis, bah, je vais acheter au tabac. Maintenant, il y a un parcours client, Bien sûr. d'accord, comme dans n'importe quelle activité, tu vois. Donc, il y a une réelle, si tu veux, il y a une recherche qui a été faite avant. Quelqu'un a travaillé sur le parcours client. Tu vois, c'est ce qui ne se Ce que je faisait voulais, pas ce que je forcément. voulais dire, effectivement, c'est que c'est tout un tas de vieux business, entre guillemets, Ouais, euh, il faut dépoussiérer. qu'il faut remettre au goût du jour. Et c'est pas parce que ce business-là, enfin ce bar tabac-là ne fonctionne pas spécifiquement qu'il ne peut pas, avec une Exactement. nouvelle vision fraîche, Aujourd'hui, il faut et savoir que le tabac, aujourd'hui, peu de gens le savent, le tabac, il est hyper sponsorisé par l'État. Parce que aujourd'hui, un buraliste, il gagne 8,35% sur un paquet de tabac. c'est Il- beaucoup. C'est beaucoup et peu à la fois. Parce que quand tu dis Vu le 8%, prix du paquet, 8%, mais voilà, j'allais venir. C'est qu'à l'époque, il gagnait 6%. Donc, depuis 2008, la commission ne fait qu'augmenter. Et depuis 2008, les prix n'ont fait qu'augmenter. Moi, j'ai connu il y a 20 ans, un paquet de tabac, c'était 4,50 €. Maintenant, il est à 14,50 €. D'accord. Et c'était 6%. Maintenant, c'est 8,35 €. Donc, oui, il y a du marché parallèle. Oui, il y a du trafic. Oui, il y a des problèmes. Mais ceux qui savent gérer leurs affaires, aujourd'hui, ils en vivent bien. Alors, je ne dis pas que tous les buralistes sont millionnaires et que tout va bien. Attention, il ne faut pas généraliser mes propos. Mais les gens qui se bougent, les gens qui cherchent à faire du service, apporter quelque chose, à moderniser leur espace de vente, aujourd'hui, ils s'en sortent bien. Moi, les bilans, je les vois. Alors, oui, les bilans, ils baissent. Ils baissent, les commissions baissent un peu, etc. Mais ceux qui s'adaptent, ils s'en sortent. C'est comme dans tout métier d'ailleurs. Ceux qui se remettent en question, encore une fois, c'est toujours pareil. Ceux qui se remettent en question, alors sauf des cas de figure de travaux à l'extérieur où tu ne maîtrises pas, il y a de la voirie qui est refaite, ils te bouchent la rue, comment tu vas faire? Mais ceux qui se bougent aujourd'hui, ils y arrivent. Voilà. Et j'ai suffisamment d'exemples de gens qui ont repris des affaires qui étaient poussiéreuses et qui en ont fait des belles choses, et grâce entre autres aux subventions de l'État. Aujourd'hui, pour des travaux, un buraliste, il peut toucher jusqu'à 30 000 €. Pour se mettre en conformité avec sa sécurité, il touche 10 000 €. Tu vois, quand il change au mobilier, il va avoir des aides également de l'État. Donc l'État aide beaucoup aujourd'hui encore la profession. Parce que c'est une manne financière aussi très importante. L'État prend aujourd'hui, comme sur le carburant, aujourd'hui ils prennent 80% du prix d'un paquet de tabac, aujourd'hui c'est l'État qui le prend. Donc il redistribue aussi dans le réseau. Donc ouais, j'aimerais qu'on aille un petit peu dans les différentes façons enfin, les différents types de ventes que tu peux avoir. C'est-à-dire que on a le fonds de commerce dont on parle depuis tout à l'heure. Maintenant, on voit aussi les pas de porte. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que tu peux vendre? Aujourd'hui, tu as des licences d'exploitation, par exemple, licence 4, on en parlait hors antenne, tu as la licence 4. Tu vas avoir aussi après pour le tabac, c'est des licences aussi. Ok. Alors, c'est pas des licences qui sont cessibles comme une licence 4, hein, c'est pas tu fais un formulaire, tu fais le contrat de cession et c'est parti. Elle est forcément attachée à un établissement. Mais quand tu vas acheter aujourd'hui un fonds de commerce dans un bar tabac, par exemple, tu as ce qu'on appelle le droit de licence. Donc, la Française des Jeux, c'est une licence, le PMU, c'est une licence, le tabac, c'est une licence. Donc, elles peuvent être transférées sous un nombre incalculable de conditions. C'est surtout le maire de la ville aujourd'hui qui en a le pouvoir d'autoriser ou d'interdire un déplacement. Des ouvertures, moi, j'en ai pas vécu depuis très longtemps. D'accord. On a plus perdu des buralistes. Moi, quand j'ai commencé, il y en avait environ 200. Aujourd'hui, il doit y en rester une 115 ou 120 dans l'Aube, pour ne pas le nommer. Donc, on en a perdu comme beaucoup. Aujourd'hui, il se ferme par an 600 bureaux de tabac par an en France. Donc, il va rester que des grosses affaires, très clairement, et ceux qui se remettent en cause, typiquement. Donc après, pour te répondre sur ta question, donc, on peut vendre des murs, on peut vendre un fonds de commerce et ces murs qui vont avec. On va avoir une notion également de droit au bail. Donc le droit au bail, ça va être le fait de pouvoir entrer dans un local commercial. Donc le propriétaire peut demander, alors il n'y a pas de règle, hein, ça peut être 5 000, 10 000, 15 000. Sur Paris, on a des droits au bail à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça se valorise à cause de quoi justement? Alors aujourd'hui, ça peut l'emplacement, principalement, la qualité du bien, la qualité en termes de normes également du bien. Là, j'ai un bien actuellement à Troyes, le droit au bail est assez élevé parce que l'établissement est entièrement aux normes.
tu as l'accessibilité PMR qui est déjà faite, les toilettes sont faites, la cuisine est coupe-feu, la salle est coupe-feu, et le RP est entièrement à jour, si tu veux. Finalement, la différence entre ce droit au bail et le fonds de commerce, c'est Oui. simplement que l'activité n'existe plus Oui. et qu'on vient pas racheter la clientèle, Exactement. le nom de l'activité. Dans un fonds de commerce, tu as le droit au bail. Voilà, c'est Un droit au bail, tu n'as plus de fonds de commerce. Quand tu vas acheter un fonds de commerce aujourd'hui, il va se composer de différentes variantes. Tu vas avoir la clientèle, donc le chiffre d'affaires, tu vas avoir le droit au bail, et tu vas avoir le matériel et les salariés. Ça, c'est un fonds de commerce. Un droit au bail, tu n'as que le local en lui-même. Avec normalement potentiellement du peu de mobilier, matériel, si mais de peut-être. mobilier. Mobilier, oui. Système de chauffage, climatisation, etc. Ou les travaux, bien sûr, de mise aux normes. Mais dans un droit au bail, aujourd'hui, tu n'as pas de notion de matériel. Mais par exemple, quand on dit une rue avec un emplacement numéro 1, avec un fort passage. Dans une impasse ou un emplacement numéro 1 sur les Champs-Élysées, pour aller dans le double extrême, forcément, c'est pas le même prix. Voilà. Exactement. Donc c'est ça aussi qu'on peut payer. Exactement. Et effectivement, quand tu es sur un secteur peu demandé, le fait de mettre un droit au bail, tu vas freiner encore plus la potentielle demande. Quand tu es sur un endroit, tu sais que tu vas avoir, je sais pas, 50 demandes qualifiées ou 30 demandes qualifiées, bah, c'est l'offre et la demande. Donc tu dis, je vais mettre un droit au bail élevé parce qu'il y a bien quelqu'un qui va me le payer. Potentiellement, mais c'est plus forcément une règle aujourd'hui. Ok. Le droit au bail, c'est une chose, le loyer en est une autre. Hmm. Parce qu'il y a la notion de droit au bail, donc c'est le droit d'accès, d'utilisation et de jouissance du bien. Et après, tu vas avoir le loyer. Donc si tu mets un droit au bail astronomique et que derrière, tu as un loyer astronomique, Oui, ça c'est sûr. bah, en gros, tu Je- cherches je- quoi? Tu cherches à assassiner les gens ou tu Oui, veux. bien sûr. Enfin, voilà. Après, il y a tout. Sur le marché, il y a tout aujourd'hui. Moi, quand je vois des choses comme ça, quand je vois que le propriétaire, vendeur, en gros, il veut juste se faire un billet, moi, je rentre pas dans ces bails-là. Je Mhm. préfère dire non. Mhm. Que quand je sens qu'un fonds de... Et ça, c'est pareil. Je ne voudrais pas qu'on me fasse à l'inverse que ça. Soit si j'étais moi client ou j'étais demandeur de quelque chose, d'un service, si le gars qui va me vendre ce service ou qui va m'accompagner sur quelque chose, il veut depuis le départ me la faire à l'envers, moi, je marche pas là-dedans, quoi. Et puis pour le propriétaire des murs, donc du foncier dont on parlait tout à l'heure, lui, il a tout intérêt à mettre quelqu'un à un loyer aussi qui soit cohérent Avec le marché. et en fait que son locataire Exactement. reste, paye ses loyers, gagne aussi son argent, soit heureux d'être là. Et dans l'idée, le droit au bail aujourd'hui doit être modéré. Un droit au bail, ça permet déjà de garantir un petit peu, je dirais, le fait que la personne rentre dans les lieux. Bon, le droit au bail et le dépôt de garantie, c'est pas la même chose. Le droit au bail, c'est vraiment le droit d'accès. Donc, c'est de l'argent que tu verses et que tu ne reverras pas. Après, le dépôt de garantie, c'est autre chose. C'est une sécurité pour le bailleur ou vendeur. Et ça permet aussi de garantir, en cas de défaut ou de problématique, de pouvoir être payé déjà d'une partie des loyers éventuellement qui sont impayés. Et après, tu as le loyer en lui-même. Donc, on ne peut pas tout cumuler et faire tout et n'importe quoi. Oui, c'est sûr. Donc, j'essaie aussi, moi, dans ma démarche, de modérer parfois les acquéreurs, enfin les vendeurs, pardon, et les bailleurs, dans leur capacité à demander des droits au bail astronomiques. Quand c'est pas justifié, ou quand on a droit au bail plus loyer astronomique, j'ai envie de te dire, si tu veux garder ton bien pendant 2 ans, 3 ans et qu'il soit vide, et continuer à le chauffer, à payer les taxes foncières, vas-y, go. Moi, je marche pas là-dedans. Si je prends aujourd'hui, on ne cherche pas à prendre des mandats. Moi, prendre un mandat pour le mettre, pour le commercialiser et qu'il ne sorte pas, on n'est pas payé à rentrer des mandats ou à autre chose. Nous, on est payé sur le fait d'aller au bout de l'affaire et d'accomplir, d'aller au bout de cette affaire. Donc, si je vois dès le départ que ça ne va pas le faire, je ne prends pas le bail. Je prends pas le bail dans le sens, je ne prends pas la verbe. Tu vois, je ne prends pas l'affaire. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour que les affaires, on ait bien sûr un panel de produits, mais plus ça reste, moins on est crédible. Et plus ça reste, plus tu vas baisser le prix à un moment donné, ou plus ça reste longtemps, ça laisse un peu imaginer à d'éventuelles personnes qui pourraient surveiller un petit peu nos offres, que on n'appelle jamais les gens, qu'on ne fait jamais réviser les prix, et dans ce cas-là, on n'est pas pro, même nous, dans notre démarche. Donc ça ne m'intéresse pas de garder des affaires pendant des années et que ça ne bouge pas. On va passer un petit peu à la dernière partie qui serait plutôt une partie sur l'organisation quotidienne, les outils que tu peux utiliser, peut-être l'intégration de l'intelligence artificielle si tu l'as intégrée dans ton entreprise. Donc première question, ça serait vraiment essayer de nous donner quelques outils, peut-être les 3 principaux outils que tu utilises au quotidien, que ce soit un CRM, peut-être une intelligence Mon artificielle. principal outil au quotidien, il est là. Et ma voiture. Ok. C'est vraiment les outils physiques que je vais utiliser. Ok. C'est vraiment ce qu'il faut pour un agent immobilier pro et qui bouge partout, c'est d'avoir un véhicule digne de ce nom, confortable, et d'avoir un téléphone qui est digne de ce nom et qui fonctionne parfaitement. Ok. Donc dessus, on a des outils logiciels. Donc après, nous, on utilise un logiciel qui est connu par les notaires et les gens du métier. C'est Modello Office aujourd'hui, donc anciennement Neti. Donc un logiciel CRM spécialisé dans l'immobilier, donc qui permet de centraliser
à la fois les biens, il intègre Modelo Légal dans toute la partie documentation sur la prise de mandat, sur les baux commerciaux, sur les offres d'achat, la rédaction des compromis, juridiquement parlant. On a une base client dans lequel on va pouvoir avoir une base acquéreur et un fichier client au sens propre. Donc la base acquéreur, fichier client sont deux choses différentes qui sont étroitement liées, mais un fichier client et une base acquéreur ne sont pas la même chose. Et pour la partie acquéreur, après dedans, on va vraiment utiliser à fond la partie vraiment type de bien recherché, le montant des loyers, les prix moyens, mini, etc. que les gens sur lesquels vont aller. On va mettre dedans, pareil, quand on va passer un coup de téléphone, on va avoir une information qui va revenir de la part du client, on note un changement d'apport, changement de situation, changement de besoin, tout ça on met à jour directement. Dans Modelo. Dans Modelo directement. Donc ça, c'est vraiment votre outil métier finalement. Modelo est ouvert partout sur mon téléphone et il est ouvert sur. J'ai un bureau dans lequel j'ai un grand écran. Modelo est toujours là, présent. Dès que j'ai un appel, dès que j'ai un renseignement, un besoin, je vais sur Modelo. Et est-ce que du coup, il y a des outils autres, peut-être un peu plus exotiques, qui sont un peu moins connus que tu ChatGPT pourrais donner? l'utilise bien aussi. Alors ChatGPT, je l'utilise beaucoup dans le but surtout d'accélérer. J'accélère beaucoup de choses avec ChatGPT. Des réponses de mails, pour rédiger par exemple des annonces, pour faire de la publication sur Facebook par exemple. Après, Modelo fait beaucoup de choses déjà. Bon, il n'intègre pas de ChatGPT, mais Modelo aujourd'hui, quand on va publier un bien, on va changer un prix de vente, changer une photo, Modelo va faire plein de choses d'ailleurs en back-office qu'on ne voit pas. Donc il va mettre à jour sur les réseaux, il va mettre à jour sur les passerelles de vente, on va envoyer à nos clients des mails. Quand on a une signature de compromis qui intervient, on a également un registre des affaires en cours. Donc ça, pareil, je le surveille quotidiennement. Quand il y a des affaires qu'on relance ou quel notaire est en charge de quelle affaire. Mettons demain, moi je suis pas là ou en arrêt maladie. Une personne qui arrive dans mon écran, il a mon mot de passe, il a accès à toutes ses affaires en cours, il sait tout ce qui s'est passé. Il ouvre une affaire, il sait qui est l'acheteur, qui est le vendeur, à quel prix, quelle commission. Il sait qui est le conseil actuellement vendeur, qui est le conseil acquéreur. Enfin tout ça, moi je le centralise dans Modelo. Et l'analyse des bilans? Analyse des bilans. Alors moi, personnellement, je le fais à la main, beaucoup. Ouais. Alors j'ai également entraîné mon GPT dessus avec des prompts que moi j'ai fait moi-même, en fin de compte, où je lui donne les coefficients, les activités, enfin j'alimente. Parce qu'il est très bon pour justement analyser des bases de données importantes. Oui. Et des fois, Alors, pour des oui, chefs d'entreprise, il peut être... Oui et non. Parce que selon, par exemple, pour les bilans des bureaux de tabac, par exemple, pour ne pas les nommer, on a souvent les commissions qui apparaissent brutes. C'est-à-dire que les commissions brutes et nettes, selon les cabinets comptables, ils l'affichent brute ou nette. Donc aujourd'hui, le coefficient pour un calcul de tabac, le coefficient tabac, la commission de tabac, représente un coef 3 dans un bilan. Donc si tu affiches un bilan net, c'est entre net et brut, il y a 20% d'écart. Bien sûr. Donc forcément, si ton ChatGPT, ça, il ne le voit pas. Si tu Toi, fais. Moi, je le vois parce que je le sais. oui. Dans les autres charges, on a la redevance tabac. Donc, c'est 20% de la commission aujourd'hui d'un buraliste, la partie variable. Et cette partie-là, si elle ressort en brut dans le bilan, automatiquement, c'est erroné. Donc, ça, j'y fais attention. Pareil, de retravailler un EBE. Aujourd'hui, retravailler un EBE, ChatGPT, c'est pas le faire aujourd'hui. Parce que retravailler un EBE, c'est pas juste reprendre les salaires de la direction et avec les charges et c'est OK. Non, un EBE, aujourd'hui, il se retravaille sur le cadeau clientèle, sur la partie honoraire comptable, sur la partie indemnité kilométrique ou déplacement, sur les frais de restauration, sur les PE, par exemple, tout ce qui est plan d'épargne, tout ce qui va être plan d'épargne de retraite, etc., Madelin, tout ça, ChatGPT, il ne sait pas le faire automatiquement. Donc tout ça, aujourd'hui, on est quand même obligé de le repasser. Donc moi, j'apprends d'abord à mes agents à tout faire manuellement. Et je leur ai fait des fiches méthodes. Donc quand ils intègrent notre équipe aujourd'hui, donc on a une formation en plusieurs blocs. Et dans cette formation, j'intègre des fiches méthodes que moi j'ai fait et où je leur donne mes astuces à moi et mes petits coups de pouce et mes conseils sur le fait de calculer un fonds de commerce, comment gérer sa journée, comment orchestrer des rendez-vous, comment préparer un rendez-vous, comment briefer, débriefer. Voilà, ça c'est pas un IA qui va te le faire. Ok, super. Ouais, on parlait tout à l'heure aussi, nous on utilise aussi Plot Note du coup pour... Alors Plot, je ne l'ai pas vu, c'est ça que je ne l'ai pas intégré, mais Plot, je m'en sers souvent dans des rendez-vous, surtout quand on est en négociation ou quand on est dans des rendez-vous avec des conseils. Ça, je me fais moi derrière ça me fait un mémo
Voilà. Et Plot permet justement de faire, de faire des beaux récaps et d'avoir quelque chose de concret derrière et qui permet de se rafraîchir la mémoire. Quand il est 23h, tu sais, des fois, c'est un peu ça. Tout à fait. Nous, on l'utilise aussi, par exemple, quand on fait une réunion commerciale avec un agent pour faire un suivi d'un bien, etc. Ça fait le résumé. Ensuite, on peut l'envoyer à tout le monde. C'est clair, il y a la liste des tâches à faire pour chaque personne. Et à la fin, quand tu conclus, bah, tu as les tâches à faire, tac, 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 Exactement, tac, c'est tac, un temps, et ça marche plutôt bien. un temps gagné. Ouais. Ça marche plutôt bien. Ok, super. Est-ce que tu as autre chose à rajouter peut-être avant de conclure? Bah, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui est délicate, mais malgré tout, il y a des opportunités. Il y a toujours des affaires à faire. Je dirais qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Le moment, je dirais, qui va bien, c'est quand même encore maintenant, parce qu'on est dans une conjoncture qui est compliquée. Les banques ont un petit peu de mal à prêter, ou en tout cas regardent les dossiers à plusieurs fois, mais les opportunités sont maintenant. Parce qu'il y a ce phénomène de boomer, aujourd'hui, il y a plein de gens qui partent et qui ont du mal à vendre leurs affaires, qui ont du mal à vendre leur commerce, leurs immeubles, etc., leurs appartements. Donc aujourd'hui, on est dans une période où il y a un nombre d'opportunités qui sont énormes. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Mais c'est pas simple, bien sûr. Mais c'est maintenant, c'est comme ça qu'on se crée un patrimoine, un avenir, c'est en achetant au bon moment et surtout quand ça va pas très bien. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Est-ce que si des personnes qui regardent cette vidéo, donc soit d'une part veulent vendre leur fonds de commerce, veulent être accompagnés du coup sur tout ce que tu as expliqué pendant ce podcast, où est-ce qu'ils te contactent? Alors aujourd'hui, ils peuvent aller sur nos réseaux, donc Simeka Immobilier. On est présent sur Facebook, sur Instagram, on est présent sur LinkedIn. Ils peuvent également nous contacter directement. On a un fixe au niveau de l'agence, mon téléphone portable ou dans les réseaux. En tous les cas, si les gens tapent Simeka Immobilier sur Google, ils vont forcément tomber sur nous. Ou s'ils mettent agence transaction fonds de commerce à 3, j'ai regardé encore hier, on apparaît en première page dans les 5-6e. Parce que Google, malheureusement, nous ne fait pas de référencement, on ne booste pas, on n'a pas d'AdWords. On fait du référencement organique naturel. Donc on n'apparaît pas en tout premier. Parce qu'au-dessus, c'est sponsorisé. Mais... Voilà, exactement. Nous, on ne fait pas de pub sponsorisée, en tout cas sur Google. Sur Facebook, on est très présent. Si les gens tapent Simeka Immobilier sur Facebook, ils vont nous trouver. Enfin, voilà, on peut facilement nous trouver. Et si c'est des gens qui sont dans le tabac ou la boulangerie ou autre, on est certainement déjà connus. Ok, super. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Simon. Merci à vous très intéressant d'avoir interviewé. Voilà. Et à très bientôt. Également.